Bonsoir à tous, bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Donc nous sommes en direct avec Philippe Sorstein. Philippe, bonsoir. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Ouais, merci de reprendre du temps pour partager vos connaissances avec nous. Vous êtes déjà intervenu au mois d'octobre sur le thème des liens entre les anges gardiens et la Kabbale. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ni en play ni en direct, je vous invite à regarder la vidéo qui était vraiment très intéressante. Donc, ce soir, on va parler de magnétisme. Je voulais rappeler pour les nouveaux qui regardent le grand changement et LGC6 de quelques petites précisions. Donc, si vous voulez poser des questions pendant l'émission à Philippe, n'hésitez surtout pas, hein, on attend vos questions puisque c'est un échange avec vous. Hein, c'est ça qui va faire aussi l'intérêt de la Vibra conférence et de répondre au maximum à vos interrogations. Donc, pour ce faire, il faut que vous vous inscriviez sur le forum LGC. Alors, vous avez le lien sous la présentation de la vidéo, soit par le grand changement, soit sur ma page Facebook LGC6 Nouvelle Consciente. Donc, j'ai fait des partages de la vidéo et donc sur chaque présentation, vous avez le lien du forum. En revanche, si vous n'êtes jamais inscrit, effectivement, il faut vous enregistrer avec un pseudo ou votre prénom, votre mail et votre mot de passe. Donc, surtout, mémorisez bien votre mot de passe. Une fois que vous êtes enregistré, pour valider votre inscription, il faut retourner sur le mail que vous avez mentionné sur le forum pendant votre inscription, vous validez et ensuite vous revenez sur le forum. Alors des fois il y a des petits laps de temps quand même avant que ça soit validé, mais voilà, donc vous retournez sur le forum, vous vous connectez avec votre pseudo et le mot de passe que vous avez enregistré et vous pouvez donc poser vos questions. Alors pour accéder directement à la Vibra de ce soir, vous avez deux liens, soit sur la page d'accueil du forum, en haut de l'écran, vous avez un bandeau qui défile avec toutes les émissions du jour. Donc, vous accédez directement au forum en cliquant dessus. Ou bien, en dessous, vous avez une rubrique « Les animateurs ». Vous cliquez dessus et vous avez la liste des animateurs. Donc, vous choisissez l'émission que vous voulez. Donc, en l'occurrence, si vous voulez voir Philippe, vous cliquez sur Fanny LGC6. Et vous avez la liste des Vibra conférences passées et celle de ce soir. Donc, vous cliquez sur celle de ce soir et vous accédez à toutes les questions posées auparavant et vous pouvez poser la vôtre également. Donc, on les attend vraiment avec grand plaisir. Voilà pour les inscriptions. Ensuite, je voulais revenir un tout petit peu et brièvement sur un message que j'ai reçu il y a quelques jours de Pascal qui m'informait de la qualité de l'image et du son. Alors, effectivement, pour dire à tout le monde, moi j'ai commencé à LGC6 en septembre, alors juste avec un PC traditionnel, on va dire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de matériel vraiment professionnel, on va dire, on n'est pas dans un studio. Mais pour l'instant, c'est vrai que la qualité du son et de l'image était quand même assez bonne. Sauf que nous sommes aussi tributaires de la météo parce que, bien sûr, quand il y a des grandes rafales de vent, comme on en a eu vendredi dernier lors de l'émission sur l'hypnose karmique, effectivement que le réseau soit perturbé, donc avec des coupures de son, des images coupées au ralenti, etc. Donc ça, effectivement, je suis dans le sud de la France et on a toujours du beau temps. On a 360 jours de beau temps dans l'année, mais il y a quand même, j'exagère un peu, mais presque, mais quand c'est vrai qu'il y a du mauvais temps, c'est vraiment démesuré ici. Donc entre les gros orages qu'on a eu la semaine dernière et les grandes rafales de vent, ça perturbe. Donc j'en suis vraiment désolée. En tout cas, c'est vrai que j'envisage aussi d'améliorer mon matériel informatique. Donc, il faut un petit peu de temps et du budget, etc. Donc, vous savez que, ou pas, que l'on fait ça, on prépare les émissions vraiment avec un grand plaisir. Moi, ça a été vraiment une de mes missions qui était vraiment flagrante pour 2016. Voilà, on fait ça bénévolement et avec le cœur. Donc, j'en ai jamais parlé depuis le début du mois de septembre que je fais ces émissions. Mais effectivement, sur le grand changement, vous avez une rubrique où vous pouvez faire des dons à tous
les animateurs, ou enfin, vous choisissez l'animateur avec qui vous voulez faire un don. Voilà, donc c'est comme ça que la chaîne aussi permet donc de vivre, de s'améliorer, etc. Et donc c'est vrai que si vous choisissez de m'aider et de participer avec un don, moi c'est vrai que ça va me permettre au fil du temps d'améliorer mon matériel. Voilà, donc je ferme ma parenthèse sur les dons, mais en tout cas merci d'avance pour ceux qui peuvent participer. Et puis vraiment, participation libre à la hauteur de ce que vous pouvez. En tout cas, merci d'avance pour tous ceux qui pourront contribuer à l'évolution de LGC6 et du grand changement. Voilà. Vous avez aussi la rubrique services et accompagnement qui vous permet d'accéder à la boutique du grand changement. Et sur cette boutique, sur les services accompagnement, vous trouvez tous les ateliers que les animateurs de la chaîne proposent sur inscription et sur participation libre. Voilà, donc moi pour l'instant, je n'en ai pas encore fait. Hein, je démarre tout doucement, mais ça va bientôt commencer pour 2017. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas en ligne, mais au mois de mars, je vais faire un atelier avec Nadine Méjean. Ça sera un libre atelier consultation hein, pour être en contact avec votre guide. Et puis on en parlera tout à l'heure parce qu'on a prévu toute une série d'ateliers avec Philippe. Donc on vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Oh, voilà, donc eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer après toute cette présentation technique et pratique. Donc, ben, Philippe, oui, je disais, ben, merci de revenir. Philippe, on va parler de magnétisme ce soir. Donc, vous êtes psychopraticien, magnétiseur, énergéticien. Vous êtes également formateur de magnétiseur énergéticien, hein, puisque vous organisez des stages à Paris. Voilà, et vous êtes donc aussi l'auteur d'un livre que j'ai envie de partager qui s'appelle Guérisseur aujourd'hui. Alors, je le partage à l'écran pour que tout le monde puisse voir. Voilà, donc c'est Guérisseur aujourd'hui aux éditions des Trois Monts. Donc, ce livre va permettre une approche technique de l'utilisation du pendule, des sons. Il y aura une présentation aussi des chakras et aussi sur le ressenti des énergies qui sont en nous et autour de nous. Est-ce que c'est bien ça, Philippe? Oui. Moi, j'ai écrit ce premier livre, en fait, pour permettre aux gens d'être dans l'énergie, dans la vibration, qui permet d'être, à un moment donné, énergéticien ou magnétiseur. Parce qu'avant d'un protocole ou avant une technique, ce qu'il faut, c'est vraiment un état d'être. C'est ça qui est important. Et ce que j'ai cherché à travers ce livre avant tout, c'est qu'on soit dans cet état d'être. Après, les protocoles, ça s'apprend, les techniques, ça s'apprend, il y en a d'excellentes. Hein. Mais avant toute chose, c'est au fond, qu'est-ce que l'on vit au fond de soi quand on fait. Bien sûr. C'est ça qui m'importait. Donc, j'ai essayé de faire ça à travers ce livre, en espérant que ça ait fonctionné. Sachant que le livre est difficile à trouver parce qu'il est en rupture de stock, mais il est en train d'être réédité, donc il doit en rester dans chapitre.com, la FNAC, ce genre de trucs. Mais sinon, Amazon aussi peut-être. Amazon, voilà. Et d'ici quelques semaines, il sera partout. Il reviendra dans les. Ouais. C'est une bonne introduction en tout cas à la pratique du magnétisme. Donc c'est vraiment à voir sur sa table de chevet, je pense aussi, pour toujours replonger dedans. Voilà, je trouve c'est vraiment des choses vraiment intéressantes à avoir, en tout cas sur soi. À proximité. Mais en fait, on est tous, on existe tous parce que des gens nous ont enseigné. On va sûrement en reparler au cours du webinaire, mais s'il n'y avait pas eu des gens qui m'avaient appris plein de choses, je ne serais pas là. Et ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est justement de partager ça. Et ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est justement de partager mon expérience. Bien sûr. Pour pouvoir permettre aux gens de vivre cela. Donc, sachant que c'est absolument essentiel. On ne peut pas, à mon avis, vivre ce que l'on vit, parce que je vis, sans avoir été adoubé, sans avoir été accompagné par quelqu'un. C'est difficile. Bien sûr. C'est bien que c'est vrai qu'un livre, voilà, ça peut permettre d'avoir les bases ou d'être éclairé, mais après, rien ne vaut un accompagnement, un coaching, un formateur qui est là pour vous accompagner et surtout expérimenter.
Mhm. Mais le livre, il Eh participe. Il y oui, a certains livres, moi, m'ont beaucoup aidé, par exemple. Les livres de Sri Aurobindo, oui. moi, m'ont vraiment permis de rentrer dans quelque chose où j'ai vraiment senti ce qu'était l'énergie. Et c'était un livre. Bon. Donc, les livres aident, mais rien ne remplace la présence. Ça, c'est une évidence. Une évidence. Oui, et je suis bien d'accord avec vous, Philippe. Voilà. Ce que j'aimerais bien que l'on fasse déjà, c'est vous présenter un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé donc à être psychopraticien, magnétiseur. C'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir un petit peu votre parcours. Alors en fait, moi, j'ai commencé par quelque chose de très classique. J'ai fait des études de comptabilité, finance, bon, j'ai un DECF, bon, bref. Mais j'ai toujours été passionné par l'énergie, par l'invisible surtout. Par exemple, à 16 ans, je lisais Castaneda, Robindo, justement, Lanza del Vasto, que j'ai adoré, enfin bref. Donc j'ai toujours été passionné par cela. Et je me suis, Oui, pendant 10 ans, je dirais, ben, j'allais voir les énergéticiens, j'allais voir les magnétiseurs, j'allais voir les voyants, enfin, je prenais tout ce que je pouvais. J'ai pris des cours de tarot, par exemple, avec Jodorowsky, enfin, vraiment, je prenais tout ce que je pouvais. Bon. Il y a 30 ans, j'ai décidé de basculer. Et je me suis mis à être un magnétiseur. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Joël Teleski, qui est une femme merveilleuse, qui est une magnétiseuse du sud-ouest de la France, qui m'a enseigné plein de choses, tout ce qu'elle savait. Et à partir de là, je me suis lancé. Un peu plus tard, parce que je considérais que dans le soin, c'était important de comprendre ce qu'était le psychisme humain, comment fonctionnait le cerveau humain. Donc, j'ai entrepris des études de psychothérapie. Et suite à ça, je suis devenu psychopraticien, enfin psychothérapeute à l'époque et psychopraticien maintenant, donc en psychosynthèse, donc il est à l'école que j'ai faite, et je continue les énergies. Et aujourd'hui, j'ai deux casquettes, je dirais. Soit je suis psychopraticien, c'est-à-dire je travaille en psychothérapie et j'utilise les énergies. Donc, soit je suis un magnétiseur classique, où je travaille sur le stress, l'angoisse, les chakras, je coupe le feu aussi. Voilà. Chose très d'accord. traditionnelle. En fait, ça va dépendre de l'entretien que vous avez avec la personne. Vous allez utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Oui, les gens viennent me voir aussi pour ça. C'est-à-dire que soit des gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes existentiels, d'angoisse ou des questionnements sur leur parcours, sur leur vie. Donc là, on va rentrer plutôt en psychothérapie, si on peut appeler ça comme ça. Soit les gens viennent me voir pour des coupeurs de feu. J'ai plein de gens qui viennent me voir de la piquet salpêtrière ou d'ailleurs parce qu'ils ont des cancers, donc pour couper les effets des chimios, des rayons, parce qu'ils ont des zonards, des choses comme ça. Donc, mais c'est vraiment deux clientèles très très différentes. Bon, ceux qui viennent pour des zonas ou des cancers ne croient pas en l'énergie la plupart du temps. Ils viennent parce qu'on leur a dit d'aller voir un magnétiseur, bon, mais ils ne croient pas. C'est rigolo. Donc, alors que la patientèle que je fais en tant que thérapeute là, bon, est beaucoup plus ouvert à tout ça. Est-ce que vous pouvez le pratiquer à distance aussi? Oui, 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 oui. Ça, le D'accord. premier atelier qu'on va faire, on en parlera parce que c'est vraiment cette notion de présence. C'est-à-dire que en fait, quand on voit le corps humain, enfin quand on se voit, si on est séparé par la peau, par la chair, par nos corps, bon, mais dans l'énergie, par définition, c'est autre chose. Donc, qu'il y ait un corps, je dirais, à 3 centimètres de soi, ou qu'il soit à des milliers de kilomètres, quelque part, c'est pas très grave. Donc, et c'est ce qui permet de travailler à distance. Bien sûr. Il n'y a pas d'espace, enfin l'espace-temps Voilà. n'existe pas. Enfin, hein, voilà. Philippe, que vous nous expliquiez la différence en magnétiseur et énergéticien. On entend les deux appellations. Est-ce qu'il y a une différence? Alors en fait, il y en a, mais qui est historique. Il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence dans la pratique, je dirais. Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'en Europe et notamment en France, il y avait les magnétiseurs qui étaient des gens qui faisaient des campagnes, qui étaient des paysans, enfin des gens qui faisaient des campagnes et qui donc pratiquaient un don ancestral, je dirais, qui était le magnétisme. Bon. Donc, alors ils se reliaient ils faisaient des prières, l'abbé Julio, la Vierge, enfin chacun avait ses trucs, mais ils se reliaient au ciel à travers nos traditions, je dirais judéo-chrétiennes, mais quasiment plus chamaniques, enfin donc qui sont issues plus de traditions anté-christianisme, je dirais, bon, qui ont perduré au cours des siècles. Puis dans les années 60, il y a d'autres gens qui n'ont rien à voir avec cela, qui étaient les hippies, qui eux sont partis en Inde,
qui étaient plutôt des gens voilà, avec des cheveux jusque-là, un peu fils de bourge pour certains, enfin bon, qui étaient deux mondes différents. Et ces gens-là sont partis en Inde et sont revenus avec le yoga, avec le travail sur les chakras, avec des choses comme ça. Et eux sont définis comme énergéticiens parce qu'en fait, dans leur culture, ils ont appris l'énergétique. À la limite, même, ils ignoraient ce qu'était le magnétisme. Enfin, ce n'était pas du tout leur histoire. Donc, pendant un certain temps, il y a eu d'un côté les magnétiseurs qui étaient issus d'une tradition occidentale, et de l'autre côté, les énergéticiens qui travaillaient sur les chakras, l'aura. Bon, donc, au fond, cette différence est venue de là. Aujourd'hui, il y a un syncrétisme où, on peut vraiment plus tellement différencier le magnétisme de l'énergétique, si vous voulez. Sachant qu'on est tous reliés, que ce soit le magnétiseur qui prie la Vierge ou qui prie certaines prières, ou que ce soit l'énergéticien, de toute façon, on va se relier à autre chose, à un grand tout pour schématiser. Donc, il y a encore une différence, je dirais, parce que des gens se définissent comme tel ou comme tel, mais globalement, les pratiques sont. Enfin, je ne peux pas dire que les pratiques soient les mêmes, mais c'est au fond voilà, des écoles différentes sur quelque chose qui est identique. D'accord. Est-ce qu'il faut absolument avoir un don qui vient de père en fils ou de mère en fille, etc., pour être magnétiseur, ou bien c'est un potentiel qui peut se développer? En fait, c'est un potentiel. Alors ça, c'est une chose que j'écris que j'explique assez dans mon livre. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Ce qui se passe, en fait, c'est que ce don, entre guillemets, de magnétisme ou de voyance, d'ailleurs, c'est une chose que tous les bébés ont. C'est-à-dire que c'est l'espèce de réceptivité, de feeling de l'autre. Et ça, toutes les mamans sentent leur bébé qui sent la mère. Et en fonction de l'éducation, on va, au fond, abandonner ce premier sens, qui est le feeling, au profit d'autres sens, la vue, le toucher. On comprend vite que c'est agréable d'être touché, par exemple. On comprend vite que la mère répond plus à un sourire ou à des pleurs qu'à une espèce de transmission de pensée, quelque chose. Donc, on va utiliser ce qui nous semble le plus simple, à savoir les cinq sens que nous connaissons. Et puis c'est instinctif, il faut voir les deux mamans, c'est instinctif aussi. Absolument. Et on va perdre au fond ce premier feeling, si vous voulez, ce premier sens au profit d'autres choses bien plus commodes à utiliser. Bien. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, certaines personnes gardent ce premier sens. Les premiers, c'est ceux pour qui dans la famille c'est évident. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà dans ses ancêtres quelqu'un qui utilise l'énergie ou qui est déjà dans ce qu'on appelle le don, vu que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'égrégore familial, il va garder ça. C'est pas quelque chose qui va être étranger. Comme quelqu'un qui, pour un père qui est la bosse en maths, qui a la bosse des maths, va avoir la bosse des maths ou être complètement hostile. Mais il y a quelque chose qui va continuer à exister. Donc ça, c'est les enseignements familiaux, c'est les transmissions familiales de ce qu'on appelle le don. Donc, effectivement, des gens gardent le don hérité de leurs ancêtres de cette façon-là. Donc, moi, mon fils, quand il était petit, j'arrivais derrière lui, je mettais ma main sur sa tête, mais sans le toucher comme ça. Et il me tournait le dos, il me disait « Arrête, papa, tu sais bien que j'y crois pas. » Bon, ben voilà, c'est quelque chose qui est acquis, c'est rigolo. Donc, bon, voilà, donc c'est quelque chose. Donc, il sentait votre énergie, sentait votre présence, mais il n'y croit pas. Voilà, parce que bon, ça, voilà, il a décidé que c'est lui qui avait raison, c'est un garçon, donc voilà. Mais ça veut dire qu'en même temps, c'est évident qu'il a gardé quelque chose parce que ça fait partie de notre histoire, donc c'est pas tabou. Si vous voulez. Donc ça, c'est les premières personnes qui ont gardé cette réceptivité. Les seconds, c'est les gens qui ont eu des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand la relation avec les parents s'est pas forcément bien passée, ils ont gardé ce premier sens qui les sécurisait, puisque les 5 autres sens n'ont pas suffi à maintenir la relation. Et beaucoup d'entre nous sommes dans ce cas-là. C'est-à-dire, au fond, ont eu des enfances pas forcément faciles, donc on a gardé, au fond, une espèce d'œil sur ce feeling. La troisième raison pour laquelle ça existe ou ça peut revenir, c'est les gens qui ont eu des chocs importants et qui, pour le coup, vu que ces 5 sens craquaient, à ce moment-là, ils se sont rattachés à la première chose qui venait, c'était ce premier sens qui existait. Donc, c'est les 3 façons, je dirais, pour lesquelles ces sens continuent au fond à exister et pour lesquelles on a le don. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la vie est devenue beaucoup plus anxiogène.
hein. Les énergies changent, enfin, il y a plein de choses qui se passent, ce qui fait qu'on est beaucoup plus appelé par ce premier sens, parce que tout simplement on cherche d'autres repères que celui que nous avons. Ce qui fait que de plus en plus de gens vivent avec cela. Sachant que dans certaines traditions, ce truc qui nous paraît être le don est une chose complètement normale. C'est, toutes les traditions dites ancestrales, enfin, toutes les traditions anciennes, c'est une évidence. Hein, c'est pas du tout un don, c'est une façon de vivre comme nous avons de regarder, de respirer. Bien sûr. Mais bon, à une période de notre histoire aussi, on était brûlé sur un bûcher si on parlait de magnétisme. Voilà, donc c'est vrai que ça, on a été aussi coupé de ce potentiel parce que c'était puni, c'était très grave d'être. On était considérés comme des sorciers. Voilà, c'était vraiment puni et du coup, je pense qu'on s'est coupé de ce potentiel. Et que l'on redécouvre aujourd'hui, mais qui a toujours été, qui est toujours là en nous, quoi. Oui, on a de toute façon tous les êtres humains ont ces capacités-là. On n'a rien d'exceptionnel. Simplement, effectivement, c'est plus ou moins enfoui. Donc, et ce qui fait aussi qu'on peut garder le don, c'est l'envie de l'avoir. Si on se met à méditer, si on se met à avoir envie de vivre cela, alors on l'acquiert, tout comme si on a envie d'économiser pour je ne sais quoi, on y arrive. Enfin, donc, de la même façon, c'est aujourd'hui beaucoup de gens, effectivement, sont vraiment appelés par une autre façon de vivre. Je l'ai lu dans un journal, je ne sais pas si c'est vraiment, enfin, disant qu'en France, on avait moins consommé cette année que l'an dernier, enfin, la consommation était en train de baisser. Ça veut dire aussi que les gens en ont marre bon, peut-être un problème financier, mais je pense qu'avant tout, les gens en ont plein le dos de se retrouver à, voilà. Donc, qu'est-ce qui reste quand on arrête d'être vers l'extérieur? Donc, il reste la relation avec l'intérieur. Et cette relation avec l'intérieur nous donne justement ces capacités qui sont vraiment des capacités de lien aux autres, de lien à soi-même, de voir les gens différemment aussi, ce qui est quand même parce qu'il peut être très agréable, très, très agréable. Bien sûr, bien sûr. On a une question qui est très intéressante parce que je voulais aussi vous la poser. Elle nous vient d'Isabelle. D'ailleurs, c'est vrai, je refais une parenthèse. Si vous pouvez, lors de vos questions, préciser d'où vous êtes, hein, parce qu'avec sur le forum, on ne peut plus trop localiser de quelle région vous êtes, si c'est en France ou à l'étranger, hein, puisqu'on a aussi d'autres pays qui nous regardent en direct. Donc, voilà, c'est sympa de nous dire où vous êtes. Voilà. Donc, Isabelle, qui apparemment est du Var, nous dit bonsoir, comment savoir si on a du magnétisme et faut-il obligatoirement être formé? Merci. C'est vrai que comment on peut savoir si on a du magnétisme, peut-être à quel niveau on a du magnétisme? Est-ce que vous avez des exercices à nous proposer pour déjà évaluer notre potentiel? Oui, alors déjà, je pense à ça. Les hindous disent que sur le don de la spiritualité, sur le chemin de la spiritualité, les dons arrivent. Donc, effectivement, on ne s'est pas du tout fermé, on a le don ou on ne l'a pas. Il se passe vraiment autre chose. Alors, comment savoir si on a du magnétisme? Déjà, on peut tester, tout le monde a testé sur des oranges, sur des choses comme ça, pour voir si on arrive à faire que l'orange se sclérose ou non. Enfin, bon. Donc, ça, c'est des exercices ou des steaks. Moi, j'ai fait ça sur un steak à une époque. Donc, bon, c'est des trucs que l'on peut faire. Mais, en fait, moi, j'adhère pas forcément à ce truc-là. Je trouve que c'est plus intéressant de mettre la main sur la poitrine de quelqu'un, de respirer, voilà, et de voir ce que la personne ressent tout simplement. Parce que non seulement on va voir si on a ou pas, s'il se passe quelque chose, mais on va aussi se former à quelque chose. C'est-à-dire que progressivement, on va avoir une expérience qu'on va pouvoir amplifier. Donc, de toute façon, tôt ou tard, à force de faire ça, même si les 10 premières personnes disent non, non, je ne ressens rien, la 11e finira par ressentir et la 12e sentira qu'on a du magnétisme. Donc, il vaut mieux faire ça de cette façon-là, je pense. C'est vraiment se tester les uns sur les autres. Sachant que, globalement, tant qu'on a de la chaleur, si on voit un peu ce que raconte la science, on a du magnétisme. Parce que bon, ou alors c'est qu'on est à 0 degré et là on est très très mal. Donc on est très 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 mal. Bon. Mais dès l'instant où on dépasse les 3 degrés, forcément il y a quelque chose qui émane de ça.
Donc, on peut vraiment y aller. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'exercice du steak est très fréquent. On le voit vraiment de façon récurrente sur Internet pour faire un exercice. Donc, on prend, pour expliquer pour ceux quand même qui veulent tester, je le précise, pourquoi? Parce que quand j'ai commencé le magnétisme, je l'ai fait sur mon fils, sur mes animaux, sur mon entourage. Bien sûr, ça marchait et on ressentait quelque chose. Et puis, en plus, il y avait une amélioration Tom. Mais en revanche, à un moment donné, il y a mon mental qui s'est dit, tu es vraiment sûr que c'est pas ton imagination. Alors, faire un exercice. Alors, j'ai regardé sur Internet, effectivement. Alors, le steak, en revanche, ça m'a jamais très attiré. Mais c'est vrai que si on... Parce que les fruits sont tellement bourrés de produits pour les faire durer qu'aujourd'hui, un fruit, vous le laissez dans un panier, une fois sur deux, il se statufie lui-même. Donc, il ne pourrit pas. Donc, le steak reste encore... mais on va en parler, c'est intéressant. Alors, pour expliquer, lorsque l'on magnétise un bout de steak, donc il en faut un autre témoin qu'on ne va pas magnétiser, qu'on va laisser à l'air libre, c'est bien si je me trompe, et le steak magnétisé, alors on peut le magnétiser 2 fois ou 3 fois dans la journée à raison de 5-10 minutes, je crois. Et puis, donc, on le laisse comme ça à l'air, et puis le steak magnétisé va sécher. Voilà. Va pourrir. Ouais. De toute façon, au bout d'un moment, il devient dur comme du bois quasiment. Donc, il faut vraiment la différence. Oui. L'autre intérêt, pourquoi on faisait ça à une époque, c'est que ça permettait un entraînement. C'est que quand on avait son orange dans la main plus qu'un steak, voilà, qu'on la magnétisait, ça permettait de travailler l'énergie. Donc, au-delà de voir si on avait du magnétisme ou pas, ça permettait d'envoyer l'énergie, donc de la travailler. Ça, c'est intéressant pour ça aussi. Alors, moi, je vais prendre juste 2 petites minutes et puis après, on continue pour vous montrer, moi, mon test que j'avais fait, non pas sur la viande, mais sur tomates. Donc, j'avais pris 2 tomates de la même... J'avais magnétisé. Alors, c'est un exercice que j'avais fait net et qui m'a intéressant. J'ai rempli 2 verres, un et l'autre magnétisé. Donc, il y avait de l'eau. Et j'ai magnétisé en minutes un des 2 verres. Dans le verre que j'avais magnétisé, j'ai plongé une tomate. Et dans le verre témoin non magnétisé, j'avais plongé une 2e tomate. Donc ça, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne ça. Voilà. Donc pendant 24 heures, j'ai laissé les 2 tomates plonger dans chacun des verres. Et puis au bout, alors c'est un peu long. Alors après, on les sort au bout de 24 heures. On sort les tomates, on les met sur des coupelles et on laisse le temps venir. Voilà, donc on donne ça après. Donc, il y a toujours, donc il faut bien noter un papier pour mettre la témoin et puis la magnétiser, enfin, par l'intermédiaire de l'eau. Et là, on voit déjà donc que la tomate non magnétisée commence un petit peu à pourrir au-dessus. Voilà. Et puis, vers là, ça devient très moche parce que, donc, complètement pourrie, parce qu'elle moisit et elle jute, et l'autre est toute nickel. Elle est juste parfaite, elle est lisse. Bon. Puis un jour, ça devait faire 1 mois et demi à peu près que ma tomate était toujours nickel et l'autre devenait... alors, il y a des bactéries en plus qui se développaient sur la tomate non magnétisée. Et puis, je la montre toute fière à une amie et puis la tomate magnétisée qui était toute belle toujours. Donc, c'était stupéfiant. Les gens qui venaient me voir, je montrais à chaque fois mon expérience. Ils restaient quand même tous squats et sans voix. Et cette belle tomate magnétisée, je l'ai fait tomber par terre. Donc, comme elle était quand même un petit peu fragilisée à l'intérieur, elle s'est fondue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remise sur sa coupelle et je n'ai rien fait. C'est-à-dire, je ne l'ai pas remagnétisée. J'ai voulu laisser faire. Et alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais au bout de quelques jours, elle s'est cicatrisée. Alors, on le voit ici. La fente s'est cicatrisée. Alors, c'est juste, enfin, moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça fabuleux. Voilà, c'était une très, très belle expérience. C'est une expérience dont j'ai parlé à un chercheur enseignant qui s'est installé sur ma commune pour écrire ses recherches qu'il a faites depuis 15 ans. Je lui en ai parlé et il a envie qu'on aille plus loin dans l'expérience en mesurant
l'eau, en mesurant les tomates et en faisant avec aussi diverses eaux différentes, etc. Parce que ça appelle à beaucoup d'interrogations. Voilà. Donc voilà, c'est une affaire à suivre parce que c'est une expérience que je vais continuer avec lui parce que c'est voilà, ça pose plein de questions. Oui, puis c'est comme ça qu'un jour la science évoluera, c'est par ce genre de techniques qui sont mesurées scientifiquement qui pourront un jour que les choses pourront changer. C'est vrai qu'on n'est plus bougé comme au Moyen-Âge, mais il y a encore 10-15 ans, on nous regardait bizarrement. Et, Et là, je suis ravie que ça soit un scientifique, mais qui est très ouvert à la spiritualité et à tous ces phénomènes. Donc, je suis vraiment ravie de sa proposition, en tout cas. Est-ce que aussi on peut définir ce qu'est l'énergie? Parce que finalement, le magnétisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on utilise? C'est l'énergie. Elle est où et c'est quoi en fait? Alors l'énergie, l'univers est énergie. Donc on peut aussi, un scientifique avait donné une définition qui ne va pas nous amener très loin. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de ne pas voir l'énergie, mais de voir ça en termes de taux vibratoire. Parce que toute énergie a des taux vibratoires. C'est-à-dire que le taux vibratoire de la couleur rouge n'est pas le même que celui de la couleur bleue ou de la couleur noire. Ce sont des taux vibratoires qui sont différents. Donc, et nous, ce qu'on va travailler au fond, c'est qu'on va aller chercher certains taux vibratoires. Pourquoi dans les prières de barreur de feu, pourquoi faire certaines prières et pas d'autres? C'est que ces prières vont ouvrir quelque part un canal où l'énergie va pas, une certaine qualité d'énergie va passer. C'est comme un poste de radio, par exemple. Un poste de radio, il est multicanal, bon, et en fonction du curseur, enfin maintenant il n'y a plus trop de curseurs, mais à une époque il y avait encore une aiguille qui tournait. Bon, et en fonction d'où on mettait l'aiguille, on captait radio-vibration, radio-énergie, je sais pas. Bon. Donc, en fait, l'énergie c'est un peu la même chose, c'est tout ce prisme. Et dans tout ce prisme, on va aller chercher certaines choses. Donc, les énergies dites de lumière ou dites, moi j'appelle légères parce que bon, les trucs, j'aime pas trop tout ce discours du blanc, du bien. Enfin, bon, j'ai du mal avec ça. Bon. Mais les énergies que je qualifierais plus de légères, voilà, vont amener un bien-être, une façon de respirer différente, une légèreté qu'on va utiliser. Puis aussi des énergies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sombres, que certains peuvent utiliser aussi au détriment des autres. Enfin, bon, donc, ce qui est intéressant, au fond, c'est de savoir que l'énergie, c'est comme une totalité. Et dans cette totalité, on va utiliser certains taux vibratoires et pas d'autres. Un certain prisme de l'énergie. Pour ceux qui ont vu, par exemple, ce qu'on avait dit sur les anges gardiens, un ange gardien, c'est un taux vibratoire énergétique. C'est-à-dire qu'il figé quelque part dans un taux vibratoire comme radio classique et figé dans une certaine longueur d'onde. Bon. Et si on va chercher dans cette longueur d'onde, eh bien on va capter cet ange. Et c'est pas au fond cet ange qui va descendre, parce que l'ange on peut aussi bien le capter ici qu'en Chine ou n'importe où ailleurs. En fait, c'est nous qui allons ouvrir à un certain taux vibratoire. Et tout notre travail, entre guillemets, c'est effectivement d'aller chercher des taux vibratoires, je dirais, que nous aimons globalement. Donc, c'est pour ça que l'amour est important. Parce que dans l'amour, on y met tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui tuent par amour, par exemple. Bon. Mais c'est vrai que le fait d'être dans cette ouverture du cœur, dans cette compassion, dans ce plaisir, dans ce désir de rencontrer une certaine qualité de vibration, va ouvrir le cœur à cette qualité vibratoire. Et là, on va être dans l'énergie et là, on va pouvoir après transmettre cette qualité vibratoire que l'on a pu capter. Donc, alors, soit à travers soi, soit autrement, l'énergie c'est plus complexe, ça fonctionne pas, si vous voulez, c'est pas si linéaire que ça, quoi. Ça va pas d'un point A à d'un point B, c'est beaucoup plus complexe. Mais en même temps, c'est parce qu'on va avoir l'intention, chose qu'on va la capter, qu'on va pouvoir la partager. Se promener en nature, se connecter avec la nature et méditer, développer le ressenti de l'énergie. Oui, c'est en ça que la méditation est importante. Elle est importante sur deux points. Le premier, c'est de se retrouver dans soi. Parce que la méditation, c'est avant toute chose une écoute de soi. Et à travers l'écoute de soi, on va déjà voir les zones qui vont bien, les zones qui vont pas bien, parce qu'on a tous des zones qui vont bien, on a tous des zones qui vont pas bien. Donc, et en arrivant à pacifier ces zones qui vont pas bien, on va pouvoir monter son taux vibratoire. Donc, on va pouvoir, au fond, trouver une espèce d'homogénéité de soi, de notre corps, de nos pensées, qui vont nous permettre effectivement après d'aller chercher certaines choses.
Sachant que quelquefois, il y a des surprises. Hein. C'est dans le pire des espoirs, par exemple, qu'on peut capter l'énergie céleste. Hein. Je vous entends plus du tout là. Est-ce que des personnes qui ont les mains qui chauffent ou en présence de quelqu'un, suffit que là, elles sentent de l'énergie, est-ce qu'il y a déjà des prémices de développement de cette pratique Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un appel, c'est-à-dire qu'il y a les mains qui chauffent, donc il y a un appel, c'est un besoin de faire quelque chose, mais en plus, ça veut dire que son inconscient, son psychisme, déjà, lui a envie de faire quelque chose. Alors ça, c'est la base, c'est-à-dire que c'est de se dire que, parce qu'avant d'imposer les mains, il y a vraiment un désir, et il faut avoir le désir d'aider, je sais pas, mais il faut avoir le désir de partager quelque chose avec quelqu'un, enfin, de partager quelque chose, d'aider l'autre à aller mieux. Il faut pouvoir sentir ce qu'est le bien-être, par exemple. Donc, et de pouvoir avoir envie de transmettre ce bien-être, des choses comme ça. Et les mains qui chauffent, c'est que ça, c'est déjà en place. Donc ça, c'est important. Oui, moi, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me demander conseil parce qu'on me dit, j'ai mes mains, elles brûlent. Mais par un moment, une personne dit, mais elle brûle, je ne sais pas faire. Alors, si t'arrive comme ça d'un coup, qu'est-ce que vous faites si vous avez que ça se lisait, vous pouvez le faire déjà sur vous-même. Moi, je dis qu'un auto-traitement, c'est bon parce que vous vous soignez vous-même, entre guillemets, c'est bon pour vous. Si tes mains brûlent et chacun besoin de s'exprimer aussi. C'est un appel pour que vous preniez conscience que maintenant, c'est peut-être le moment. Voilà. Vous n'aviez pas entendu avant. Pour vous, si vous n'avez personne autour de vous, votre entourage, vos enfants, vos animaux, hein, parce que c'est bon pour eux aussi, et puis peut-être aussi une plante, puisque c'est un être vivant aussi, et donc les plantes sont aussi très réceptives au magnétisme, donc vous pouvez le faire. Vous avez le choix. Je peux avec une prière, c'est-à-dire qu'elle peut tester une prière, voir ce qui se passe quand elle impose les mains avec une prière, elle peut en tester une autre. On n'est pas obligé de croire, on peut aussi utiliser des codes de couleurs, la couleur dorée, la couleur violette, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, au contraire. Non, mais justement, d'apprendre à jouer avec l'énergie. Les mains qui chauffent, c'est un symptôme de quelque chose. Donc, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire de ça? Peut-être justement, le fait de se mettre en prière avec une couleur avec ses mains qui chauffent, ça va lui permettre de vivre quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, de pouvoir partager avec d'autres, que ce soit effectivement un animal, un enfant. Et ça peut être important. Quand vous dites prière, vous pensez à des prières en particulier ou juste des intentions? Alors bon, moi je suis un peu de la vieille école, donc j'ai été nourri à l'abbé Julio, à des trucs comme ça, donc ou des prières classiques sur la Vierge, sur les anges gardiens, mais ça peut être une intention. De toute façon, la lumière dorée est une merveille, hein, la lumière violette aussi, hein, donc il y a vraiment, mais c'est important de cristalliser le mental. C'est-à-dire que c'est important que le mental fasse quelque chose. Par exemple, dans les synagogues, les vieux juifs, même s'ils connaissent un livre de prière par cœur, parce qu'ils le disent tous les jours depuis 40 ou 50 ans, continuent à le lire. Parce qu'en lisant, ça occupe le mental. Et parce que le mental est occupé, alors il peut se passer quelque chose. Ils peuvent être dans l'ouverture de quelque chose. Et le fait de dire une prière, hein, c'est occuper le mental à quelque chose. Et le fait de l'occuper, ça permet l'ouverture. Donc, et ça, c'est très important. Mais ça peut être une méditation sur une couleur ou sur autre chose, ou sur peu importe. Hein, j'ai vraiment rien à vendre là-dessus. Mais c'est vrai que c'est important d'occuper le mental. Ça, c'est vraiment... D'accord. J'ai une question de Fiona qui vous demande « Bonsoir, je ressens des blocages m'empêchant de vivre pleinement l'aide que je peux apporter aux autres. Reiki, Laoshi, réflexologie, comment puis-je dépasser cela pour voir plus clair et ressentir plus encore? Merci. » Disons que ce qu'il va falloir qu'elle fasse, c'est pas le dépasser, mais au contraire le rencontrer. S'il y a un blocage, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en elle qui n'a pas envie d'aller plus loin.
Et il faut écouter cette chose-là. Peut-être que c'est une peur, donc il faut pouvoir écouter pour pouvoir la dépasser. Peut-être que c'est quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, peut-être que c'est autre chose, mais il va falloir écouter ça. Et en écoutant, donc, qu'est-ce qui l'empêche de dépasser, alors elle le dépassera. C'est comme une pièce avec une porte, si vous voulez. Si vous voyez la porte, eh ben vous prenez la porte, et puis c'est simple, et vous sortez de la pièce. Maintenant, si vous ne voyez pas la porte, vous allez devoir explorer les murs, vous voyez, jusqu'au moment où vous allez trouver une solution pour en sortir. Dans les blocages, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est que quelque part, il y a quelque chose en nous qui ne voulons pas voir la porte. Bon, très bien, il y a sûrement de très très bonnes raisons à cela. Il y a plein de gens qui ont des perceptions qui les ont depuis toujours, donc qui ont eu qui ont senti ou vécu des choses terribles quand ils étaient enfants. Parce qu'un enfant, il y a des émotions très fortes dans un sens comme dans l'autre. Donc, pour peu que vous soyez connecté à l'invisible avec une émotion très très forte, plutôt négative, une grande peur, vous allez capter des ondes qui sont des ondes de peur, des êtres de peur dans l'invisible. Donc, vous allez vous fermer à cela. Et après, vous resterez dans la perception de l'autre, mais tout en étant fermé à certaines choses. Et on va arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans, en disant on veut dépasser ça. Mais non, parce que l'enfant en soi sait très bien qu'il n'a aucun intérêt à dépasser ça, parce que sinon il va se retrouver en danger. Donc il faut d'abord écouter cet enfant, voir pourquoi il en est là, et après seulement, ça sera beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, il n'y a plus tellement besoin de dépasser, les choses se font. Donc les choses se font. Ce que je rencontre aussi beaucoup en ce moment, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Et une puissance qu'ils ont gardée de l'enfance, mais une trop grande puissance quand on est un enfant, ça veut dire être à la limite du psychotique. C'est-à-dire d'être beaucoup moins connecté à la relation aux autres, la relation aux parents et à la vie. Donc on va se couper de cela. Et effectivement, adultes, ces gens ont cette grande puissance et se sont enfermés parce que c'est le seul moyen de vivre. Donc, effectivement, cette puissance va se redévelopper, se redébloquer. Mais avant tout, il faut vraiment sentir ce qu'est l'enfant, comment l'enfant s'est protégé au fond de ne pas devenir fou. Donc, parce qu'une pulsion de vie très importante chez un enfant, si elle n'est pas cadrée, c'est très compliqué à gérer. Vous voyez. Donc, c'est dans des choses comme ça qui font qu'après, on va se retrouver bloqué. Mais ce n'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt retrouver au fond ses limites, vous voyez, pour pouvoir effectivement faire autre chose. Ouais, si bien sûr. Oui, non, pour moi, c'est clair, en tout cas. Merci, Philippe. On a une question de Laurence Pli qui est intéressante parce que lorsque l'on pratique le magnétisme, l'énergie, bien sûr, on se rencontre face à des pathologies, des fois quand même assez importantes. Et c'est vrai qu'on dit qu'un magnétiseur va absorber le mal. Alors, c'est vrai que c'est un point que je voulais vraiment aborder aussi ce soir. Et donc, je vous lis la question de Laurence. C'est: bonsoir Fanny et Philippe. J'aimerais savoir comment éviter de prendre la douleur de la personne à qui je donne du magnétisme. C'est arrivé lorsque j'ai passé une douleur à ma belle-fille en apposant ma main gauche sur son poignet droit. Elle a été soulagée au bout de quelques minutes et moi, j'ai gardé cette douleur dans mon poignet quelques heures. Pratiquant le Reiki, je me suis fait un soin pour faire partir la douleur, mais j'aimerais savoir comment me protéger à l'avenir. Merci pour votre réponse. J'attends avec impatience l'atelier sur le magnétisme. Oui, c'est bientôt. Merci à vous deux pour cette vibra et je suis du Pas-de-Calais. Ah ben merci. Merci Laurence. Oui, c'est vrai que voilà, on peut ressentir la douleur, l'autre ne l'a plus, et puis c'est nous qui l'avons. Est-ce qu'il voilà. C'est un peu polémique. Alors je vais rentrer dedans. C'est qu'il y a plein de gens dans notre profession qui pensent qu'on ne prend pas de douleur des autres et qu'il suffit de se protéger, qu'il suffit de faire des trucs, des rituels, des choses pour ne pas être touché par l'autre. Pour moi, ça c'est une chose impossible. J'ajoute que je connais plein de magnétiseurs, d'énergéticiens qui pratiquent plein de trucs, Reiki ou enfin, plein de choses, qui tombent malades, qui vont pas forcément fort, quels que soient les protocoles qu'ils ont pour se protéger. En fait, cette idée, si vous voulez, de ne jamais prendre est basée sur une fausse erreur, sur une fausseté scientifique, qui est de croire qu'il y a d'abord notre corps ou nos énergies et celle de l'univers. Et ça, ce n'est pas vrai.
On fait partie de l'univers. C'est-à-dire que notre corps baigne dans quelque chose. Nos énergies baignent dans quelque chose. Nos corps sont séparés par les pouls, bien sûr. Si on se serre la main, Fanny et moi, on va sentir la peau de l'autre. Mais en termes d'énergie, il n'y a plus cette séparation. En fait, nos corps astraux vont se rencontrer bien avant nos corps physiques, etc. Bon. Ce qui veut dire, de la même façon que si vous mettez la main dans du charbon, bah, votre main sort noire. Donc, cette croyance qu'on ne capte pas l'autre, pour moi, est vraiment une absurdité, c'est dangereux. Alors, je sais que plein de gens pensent le contraire. Bon, certes, c'est ce qui fait le charme de notre vie, c'est qu'on est tous différents, avec des idées différentes. Bon, c'est super, mais en ce qui me concerne, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une erreur. Donc, ce qui veut dire que quand on rentre en contact avec quelqu'un, que ça soit dans le métro d'ailleurs, ou que ça soit dans un soin, forcément, on va rentrer en résonance avec lui, avec ce qu'il est. Donc, on risque effectivement de rencontrer des choses qui sont belles, magnifiques en lui, mais aussi des choses qui sont plus sombres en lui. Bon. Donc, forcément, on va être touché par ce qu'il capte, par ce qu'il est. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va capter une vibration ou pas? C'est que quelque part, on a un désir inconscient de capter cette vibration. Je vais y venir après. Soit parce que ça fait partie de notre histoire. C'est-à-dire que, par exemple, on a été habitué enfant à vivre certaines choses. Donc, du coup, on va continuer à accepter de les vivre sans gravité. Un exemple très concret. Un enfant qui est un enfant battu, donc qui a pris des coups toute son enfance, arrivé à l'âge adulte, si vous lui mettez une petite tape sur la main, il ne va même pas se rendre compte que c'est mal. Il a pris des trucs tellement pires qu'il ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Sauf que c'est quand même une agression, une humiliation et une intrusion, que ça plaise ou non. Mais il ne va pas s'en rendre compte. Il a vécu tellement de choses plus importantes. Donc, il va l'apprendre jusqu'au moment où les choses vont redémarrer. Dans l'énergie, c'est pareil. Quand on capte quelque chose de négatif et qu'on le sent tout de suite, c'est pas très grave parce qu'on va s'en libérer. Alors, je vais revenir après sur les techniques. Le piège, c'est quand on capte quelque chose dont on ne se rend pas compte que ça fait partie de notre histoire. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Ou alors parce qu'on a le désir de capter. Quand on fait ce travail de soignant, quelque part, si vous voulez, on a une espèce de croyance qu'à travers les énergies qu'on véhicule, la joie, la prière, l'amour, on est plus fort que le mal. Sinon, on ne fait pas ça. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un nous émeut en face, on va avoir tendance à prendre sur soi, pensant qu'on est capable de dépasser quelque chose. Ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Mais en attendant, on va le prendre sur soi. Donc, on va choper la charge en quelque sorte. Bon. Donc, il faut vraiment avoir très très conscience que c'est quelque chose qui existe. Pour nous tous, on se prend des trucs régulièrement. Alors, quoi faire pour s'en dégager? La première, si on le reçoit, c'est pas grave. C'est qu'au contraire, la résonance avec la personne, c'est faite. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon. Maintenant, pour s'en dégager, il y a différentes choses à faire. Il y a bien sûr rester dans la prière, dans des choses comme ça qui vont nous permettre de dégager tout le plan astral supérieur et l'âme. Bon, il y a des choses très techniques, très concrètes, comme moi, quand je me lave les mains jusqu'au coude à l'eau froide après un soin. Bon, je vais faire de la marche rapide, vous voyez, pour que, voilà, à travers le sol, vous voyez, je puisse envoyer mes énergies dans le sol, vous voyez, pour que le corps aussi, parce qu'il n'y a pas que l'âme qui va prendre, ou les émotions, enfin les énergies, il y a aussi le corps qui peut prendre la charge. Et donc, en faisant des choses très concrètes, très matérielles, très corporelles, on va pouvoir se dégager. Et ça, si vous voulez, c'est les deux choses vraiment importantes, je dirais. Dégager les émotions et l'âme à travers la prière et l'eau, les choses comme ça. Travailler aussi sur le corps pour pouvoir dégager la chose corporelle. Et surtout, une chose qu'il faut faire régulièrement, c'est se faire dégager par quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire ce métier sans se faire dégager de temps en temps par quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'encore une fois, le piège, c'est pas tellement ce qu'on a capté. Parce que ça, on l'enlève, on capte, moi, quelque chose comme de la culpabilité, mon truc, voilà, je fais un truc comme ça, et puis basta, on parle de pièce et de capter quelque chose dont on ne se rend pas compte. Et après, effectivement, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Et ça, il faut vraiment avoir l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Donc c'est pas grave, mais il faut donner les moyens de gérer la situation. Et gérer la situation, c'est de dégager le corps, donc à travers des choses très concrètes. On peut aussi utiliser les arbres, par exemple. Bon, donc ça travaille bien sur l'énergie, sur le corps, des choses comme ça. Dégager l'âme ou la conscience à travers des couleurs ou à travers des prières, des choses comme ça, et se faire dégager par quelqu'un parce qu'on ne capte pas tout. Et cette croyance qui est de penser que de toute façon, parce qu'on a fait un signe ou un rituel ou autre, on se dégage de tout. Moi, je veux bien, mais le nombre de gens qui font des pratiques de ce type et que je vois en cabinet qui vont vraiment très mal, il y en a plein.
Et voilà, ce qui prouve bien que ça ne fonctionne pas tant que ça. Donc, simplement, c'est de donner ces moyens-là. Et comme ça fonctionne très bien. Sachant que c'est vraiment légitime de capter des trucs. C'est sûr. C'est même bon signe. Oui, parce que ça veut dire que le lien s'est fait. Quoi. Donc, bien sûr. Et c'est important aussi. Pardon? Si vous voyez les bébés, si vous voyez les bébés joie à travers leur rire, ils sont convaincus qu'ils vont faire rire, qu'ils vont rendre joyeuse leur mère. Et ça marche la plupart du temps. Ce qui veut dire qu'ils ont cette croyance profonde que le rire, que la joie est plus fort que tout. Et donc, ils vont guérir leur mère parce qu'eux savent profondément que la seule chose qui soit agréable, c'est ça. C'est vrai que ça paraît être une palissade, mais c'est pas si simple en fait. Donc, et nous, si vous voulez, quelque part, on est resté là-dedans. Donc, on a tendance à prendre sur nous les malheurs de notre pauvre maman, vous voyez, pour faire qu'elle soit heureuse. Bon. Et ça, c'est quelque chose que voilà. Et quand on est resté dans ça, et quand on est resté, on a cette tendance à penser qu'on est capable de prendre sur soi les malheurs de la personne en face ou du monde pour qu'il aille mieux. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a un prix à payer qui fait qu'on se charge. Tout comme le bébé en grandissant se charge aussi des émotions plus douloureuses de sa famille. Et quelquefois, il y a des enfants tristes qui ont eu cette joie incroyable et qui l'ont perdue au détriment au profit de la souffrance ou de la dépression familiale. Donc il faut vraiment être vigilant à ça. Bien sûr, bien sûr. Et autant on prend soin des autres, il faut prendre aussi soin de soi, donc c'est important aussi. Donc régulièrement de voir un confrère et de aussi se faire nettoyer, ou énergiser par quelqu'un d'autre, c'est important. Ça fait partie aussi de la manière de prendre soin de soi, c'est très important. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi, c'est impossible. C'est vrai, si on est en souffrance, ça, on ne peut pas prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce métier en étant quelquefois en souffrance. On a tous des trucs. Moi, quand le métro a une demi-heure de retard, que je peste, je ne suis pas sûr que je sors en aussi bonne forme que quand tout va bien. Bon. Mais ce n'est pas la même chose. C'est qu'en même temps, on ne peut pas avoir un regard sur l'autre, qui est un regard de bienveillance et d'ouverture si on n'a pas ce regard sur soi. Ça, c'est pas possible. Après, le reste, c'est une autre histoire. S'il y a une facture à payer qu'on n'a pas et qu'on n'est pas bien à cause de ça, ça n'empêche pas de monétiser. Si on a un problème de je ne sais trop quoi, ça n'empêche pas de monétiser. C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, si on n'a pas cette conscience de vouloir prendre soin de soi, alors on ne pourra pas prendre soin de nous. Merci Philippe. On a une question d'Electron. On nous demande « Bonsoir à tous les deux. Je soigne aussi avec différentes méthodes énergétiques. Une rupture avec son enfant… » Je l'ai lu celle-là, non peut-être? Non. Non. Une rupture avec son enfant peut-elle être liée à une mémoire cellulaire, à la psychogénéalogie ou plutôt une autre cause? J'accepte, essaye de ne pas en souffrir et envoie de l'amour. Merci pour cette belle soirée. Merci Electron. Alors oui, en fait, ce sont des systèmes de thérapeutiques qui sont différents, mais qui sont en même temps complémentaires. Quelqu'un qui croit aux vies antérieures, par exemple, va penser qu'il y a un problème dans une vie antérieure. Quelqu'un qui croit en la psychogénéalogie va penser qu'il y a dans les ancêtres qu'il y a ce problème. Et quelqu'un qui est un psychanalyste pur et dur va penser que ça s'est produit dans l'enfance. Et au fond, c'est pas grave, qu'il est probable que tout ça soit vrai. Il est probable qu'on réactualise dans l'enfance un problème qui a eu lieu avec ses ancêtres et qui a eu lieu dans des vies antérieures pour ceux qui y croient ou autre chose. Donc, au fond, toutes ces méthodes ont du sens. Et quand il y a quelque chose de fort avec un enfant, oui, il est probable qu'il y ait une cause qui soit au-delà de la relation propre, je dirais, avec l'enfant. Transgénérationnel, combien de mères partagent avec leur enfance, qu'elles ont vécu elles-mêmes avec de pères d'ailleurs, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes avec leur propre mère, on peut remonter comme ça jusqu'à Adam et Ève. Donc effectivement, et ce qu'il faut considérer, je pense, c'est de considérer que la rupture fait partie du lien. C'est-à-dire effectivement de donner de l'amour, bien sûr, à cet enfant, mais aussi de donner de l'amour, de considérer que la rupture fait partie de la relation avec l'enfant. C'est le « je t'aime moi non plus » par exemple. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que
il y a des gens qui vous tournent le dos, mais c'est leur façon d'être en lien avec vous que de vous tourner le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Et de considérer cela, hein, c'est accueillir que la personne existe aussi dans son besoin de tourner le dos. Et si on accepte ça, alors peut-être qu'à un moment donné, si elle est en paix avec sa façon de fonctionner, elle peut transformer cette façon de fonctionner. Alors que si elle sent un rejet, une hostilité de cela, alors elle va perdurer, elle va continuer dans son système. Donc, sachant que les relations sont très difficiles, les relations entre parents-enfants sont forcément karmiques, quasiment forcément complexes, forcément, enfin, c'est pas simple du tout. Non, c'est pas simple. Chacun avec son histoire. C'est effectivement donner de l'amour et à son enfant et aussi à cette rupture qui est la façon que l'enfant a d'être en lien. Je sais que ça paraît étrange, mais n'empêche que ça peut être une façon que l'enfant se sente accueilli, y compris dans ses actes, entre guillemets. Vous voyez. Donc du coup, s'il est accueilli, peut-être qu'un jour il peut se retourner et aller vers la personne en question. Bien sûr. Réponse. Alors moi, je vois une question qui est aussi intéressante. Bon, elles sont toutes, hein, merci pour vos questions. Parce que je suis confrontée aussi à ça. Est-ce que quelqu'un qui soulage, alors je ne vais pas dire soigner, hein, bien qu'il y a des choses quand même qui se passent, qui sont incroyables. Donc on va rester sur soulager si vous voulez bien. Quelqu'un qui soulage par le magnétisme ou l'énergie, peut-il se soulager soi-même? J'avoue que par moment, certains symptômes que je peux avoir, déjà, je suis à un moment très fatiguée, je peux même pas, ça me frôle l'esprit de même poser les mains sur moi. Et si j'essaie, bon, je pense que ça peut soulager. Alors des fois, ça amplifie même le symptôme. Voilà, alors je me dis très souvent, non, moi sur moi, c'est plus difficile, c'est pas pareil sur moi. Donc c'est une question de Karen. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Karen. Je suis énergéticienne ou magnétiseuse. J'avoue ne pas vraiment faire la différence. Il y en a plus. D'accord. Plus je pratique et plus mes perceptions se développent. Oui, ça c'est vrai que c'est un fait. C'est l'expérience qui va faire que effectivement ça se développe. Voilà. Je passe le feu, mais je me suis brûlée récemment et je n'ai pas réussi à me passer ma brûlure. Au contraire, j'avais l'impression que cela renforçait ma douleur. Est-ce possible de se passer une brûlure sur soi? Si oui, comment? Merci d'avance pour votre réponse. Karen de Rennes. Alors, oui, absolument. Moi, une anecdote là-dessus qui est marrante, c'est que je faisais salon zen il y a un an, enfin, j'étais au salon zen, et en mangeant, je me suis brûlé. Je me suis vraiment brûlé, j'avais même j'avais une cloque sur le palais. J'étais désespéré, vraiment. Et après, je sentais la cloque, et j'ai fait une prière de barrière de feu, et quelques minutes après, la cloque a disparu. Et j'étais comme toi pour la sentir et elle avait disparu. Et j'y croyais pas moi-même. Hein. Donc, c'est ça qui est marrant. Bon. Donc, effectivement, c'est possible. Mais c'est vrai que dans les périodes de barrière de feu, il y a une espèce de miracle. Parce que le reste, ça s'explique, les énergies, tout ça, un jour, ça sera quasiment scientifique. C'est vraiment, aujourd'hui, il faut sortir des cavernes pour ne pas y croire. Enfin, même la science est d'accord avec ça. Enfin, bon. Après, ce qui peut débattre, c'est ce que l'être humain est capable ou pas. Ça, ok, mais l'énergie en elle-même, c'est une évidence. Bon. Dans les prières de barrière de feu, il y a vraiment quelque chose qui tourne au miracle. C'est étonnant, c'est incroyable qu'on fasse une prière, ça dure quelques secondes et la brûlure disparaît. Enfin, là, on est vraiment dans le bizarre. Bon. Et donc, il faut vraiment croire au bizarre. Et souvent, on y croit pour les autres, ne serait-ce que parce que dans notre pratique, ça on le vit tout le temps. Et pour soi, on a beaucoup de mal à y croire. Donc, et pourtant, si ça marche aussi sur soi. Donc, il ne faut pas hésiter à faire exactement les mêmes prières qu'avec les autres et ça marche. Mais il faut vraiment penser qu'on peut aussi se faire du bien à soi. Et ça revient à ce que vous décriviez sur le soulagement. C'est vrai qu'on peut pas traiter tous ces symptômes, mais on peut en traiter pas mal quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, la première personne qu'on va traiter, c'est soit, voilà, moi souvent je fais des méditations, je travaille sur un tampon autour du nombril, sur des choses comme ça, voilà, pour travailler sur mes organes. Bon, donc,
bon, et ça, je le fais sur moi. Ça ne veut pas dire que je traite tout. Il y a des choses où je vais aller voir un médecin, comme tout le monde, où je vais me faire dégager par quelqu'un d'autre. Il y a des choses d'ailleurs que je ne vois pas et qui me prennent, bon, comme tout le monde. Mais on peut quand même faire des choses. Merci Philippe. D'ailleurs, est-ce que le magnétisme peut où il y a des choses plus spécifiques? Par exemple, on a une question de Bérénice qui nous dit bonsoir à tous. Est-ce qu'un magnétiseur énergéticien peut guérir ou soulager une arthrose au genou? C'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Disons qu'il y a différentes choses. Théoriquement, l'énergie pourrait tout soulager. Sauf qu'il y a un facteur qui rentre en compte et qui détruit un peu ce que je viens de dire, qui est le temps. C'est qu'à un moment donné, quand quelque chose est cristallisé dans la chair, alors la rapidité de cette chose va être plus rapide, va être plus vite, plus rapide, oui, que ce que l'énergie va faire. Et là, pour le coup, la pathologie va gagner. C'est ce qui se passe pour les cancers, pour les choses comme ça. Si à un moment donné, le temps s'arrêtait, effectivement, il y a plein de choses qui pourraient traiter le cancer, sauf que le temps ne s'arrête pas. Et à ce moment-là, le cancer est plus rapide que tout ce que l'on peut provoquer. Bon, donc, d'où ce qui se passe. Donc, l'énergie ne peut pas tout soulager ou tout soigner. Et notamment en cas d'arthrose, c'est quand même assez difficile. Parce que l'arthrose, c'est deux choses. Il y a ce qui est déjà installé, et ça c'est installé, et puis il y a ce qui est en train de s'installer. Et là, c'est vraiment une bagarre, parce que l'arthrose, c'est une maladie qui est évolutive. Donc, il y a quelque chose qui évolue en permanence. C'est un peu comme une mer, vous voyez, qui tout le temps attaque la falaise. Alors, c'est vrai que les énergies peuvent faire un peu de bien, mais quand c'est très, très installé, c'est quand même très compliqué. Très, très compliqué. Ça peut soulager en cas de douleur chronique. Voilà, ça peut atténuer un peu la douleur sur le moment. Ça peut un peu atténuer sur le moment. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes âgées qui venaient me voir ou qui viennent de temps en temps pour de l'arthrose. Et je dois dire que je ne trouve pas que ça soit un résultat flagrant. Donc, c'est vrai que ça leur fait un peu de bien, donc ils continuent à venir. Et puis bon, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, il n'y a pas un grand résultat. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, ça, je le vois plutôt en psychothérapie, parce que les gens viennent régulièrement pendant un certain temps. C'est que c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'énergie change quelque chose. C'est comme si on rajeunissait, c'est comme si les gens avaient plus de vitalité. Ça prend du temps, c'est vrai, mais là, il se passe vraiment quelque chose. Donc, ça peut vraiment apaiser, calmer certaines difficultés que l'on a, comme l'arthrose ou d'autres. Mais ça demande vraiment une récurrence. Mais au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Ça, c'est clair que je suis le premier étonné même de voir que c'est comme si les gens rajeunissaient avec plus de vitalité, plus de peps. C'est vraiment. Et donc, pour le coup, la santé physique va mieux aussi. Mais en fait, la question qui est posée, c'est la question de la mort. C'est qu'on va tous vers quelque chose qui est inéluctable, qui est la mort. Et d'une certaine façon, donc on est tous dans l'échec, puisque tôt ou tard, la mort va faire son œuvre. Et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de calmer le jeu, sachant qu'il y a deux fonctions. Il y a le corps humain qui de toute façon va disparaître, et puis il y a autre chose. Appelons pas ça de l'âme parce que c'est lié à certaines traditions, mais qui est cette espèce de pulsion de vie, de joie, de vitalité qui est elle est éternelle. Et l'énergéticien ou le magnétiseur est quelqu'un qui a conscience de cette éternité et qui va travailler sur l'éternité, donc qui va travailler sur la santé. C'est-à-dire que nous, on ne traite pas une pathologie ou une difficulté, on va plutôt aller chercher les choses qui sont en forme, pour permettre à ces cellules en forme de faire leur travail, de continuer à être en forme. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est-à-dire que du coup, et comme ça, il se passe effectivement quelque chose qui peut faire que ça aille mieux. Mais c'est vrai que dans certaines pathologies, c'est plus compliqué, c'est nettement plus compliqué. Oui, bien sûr. Et on a cette conscience-là, que le but, au fond, c'est d'aller chercher les parties en bonne santé. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très bien. Alors, je voulais donner une information complémentaire à Bérénice par rapport à son arthrose au genou. Ma première Vibra-conférence en septembre était avec Laura Azenard qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai vaincu l'arthrose à 40 ans ». Donc, elle donne aussi tout son parcours depuis le diagnostic qui est tombé. C'était une arthrose sévère au genou. Et toutes ces expériences avec le magnétisme, la sophrologie et bien d'autres techniques alternatives jusqu'à la solution
solution finale, hein, puisque aujourd'hui elle fait des conférences partout en France. Donc vous avez le replay de la vidéo, hein, si vous voulez vous y intéresser, sur le grand changement, sur LGC6. Donc c'est la toute première en septembre, Laura Azenard, et elle a trouvé une solution avec l'alimentation. Donc l'arthrose est toujours là, attention, hein. Elle explique bien d'ailleurs dans notre Vibra conférence, mais avec l'alimentation et le jeûne accompagné, hein, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, son arthrose s'est endormie, voilà, et donc elle peut reprendre la course à pied, le marathon, voilà, donc une vie tout à fait normale. Donc voilà, juste pour vous donner, Bérénice, peut-être une piste aussi. En ce qui concerne le jeûne, c'est vrai que c'est un truc super, hein. Moi, j'en fais régulièrement. En France, bon, il y en a bien sûr, mais c'est pas tellement connu, alors que dans d'autres pays, en Russie, en Allemagne, c'est beaucoup mieux perçu. Et vraiment, c'est quelque chose. C'est quand moi, je suis plutôt jeune et randonnée, donc, et du coup, on n'a pas du tout de manque. Et vraiment, je dois dire que pour les gens qui jeûnent, il y a vraiment deux personnes. Il y a ceux qui ne l'ont jamais fait, qui pensent qu'ils n'en sont pas capables, et il y a ceux qui l'ont fait et qui n'ont qu'une envie, c'est d'y revenir. Et c'est vraiment super. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment, là, j'encourage vraiment. Ouais, Laura Azenard nous en avait parlé. Elle fait des semaines de jeûne accompagné. Elle a tout un groupe avec en alternant randonnée et soins aussi, hein, massage, sophrologie, yoga, etc. Et tout le monde est ravi. Et même autour de chez moi, je vois de plus en plus de centres qui organisent des semaines jeunes ou semi-jeunes, hein, parce que des fois ça peut être aussi quand même avec un apport de jus, fruits ou légumes. Bon, à petite dose, mais en tout cas, voilà, ça existe de plus en plus. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes atteintes de pathologies trouvent une solution aussi, parce que ça permet de détoxifier. Voilà. Donc c'est vrai que c'est à creuser et c'est vraiment voilà, intéressant. Et c'est vrai que tous ont en commun le fait que non, on n'est pas fatigué. Ça, c'est incroyable, puisqu'on pourrait croire que justement on a plein d'énergie. Et au contraire, hein, puisqu'ils font des randonnées tous les jours, au contraire, l'énergie revient. Donc vraiment, c'est une piste aussi à explorer. Voilà, si on n'est pas bien, c'est vrai que ça requinque. Voilà. En tout cas, merci Philippe. Nous avons Julina qui nous dit bonsoir à tous. Depuis un moment, j'essaie d'améliorer mon ressenti et je fais quelques tests avec des gens. Et parfois, je ressens du froid, des picotements, des fourmillements. J'aimerais savoir si le froid est quelque chose de positif ou négatif. Merci à vous, paix et amour, Pascal. Alors, c'est pas Juliana, c'est Pascal en fait. C'est signé Pascal. Bon, c'était un pseudo. Bon, merci Pascal pour la question. Ça, oui, c'est vrai qu'on ressent différentes sensations. Du chaud, du froid. C'est vrai qu'il y a. Alors, à quoi est-ce qu'on peut savoir si ça correspond à quelque chose de particulier? Alors, la seule personne qui peut savoir, c'est elle-même, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a chacun, on a notre propre antenne, notre propre décodeur. Donc, moi, je ne peux pas lui dire, ton froid, ça veut dire ça, ton chaud, ça veut dire ça. Il faut qu'elle le découvre. Parce qu'elle est vraiment sa propre antenne et son propre décodeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'expérience est extrêmement importante. L'expérience et le fait d'être accompagné par quelqu'un est extrêmement important dans ce métier. C'est que on ne peut être rassuré que par cela. Parce que ma façon à moi de percevoir le froid va être très différente de la sienne. Le froid, pour moi, va être quelque chose de très, très différent pour elle. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle dise, c'est qu'elle essaie d'explorer au fond, quand elle ressent quelque chose comme ça, qu'elle pose des questions à la personne à qui elle le ressent, pour essayer d'explorer ce que ça veut dire. Et fort tôt ou tard, elle finira par découvrir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle va découvrir qu'il y a 3-4 personnes à qui elle demande, pour qui elle dit, ah bah oui, tiens, j'ai ça là. Donc du coup, elle va vraiment fortifier son ressenti. Et c'est d'autant plus important que déjà, moi, je ne peux pas lui dire ce que ça signifie. Et surtout, même si je lui disais, ça ne résoudrait rien, parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle se sécurise, c'est-à-dire qu'elle prenne confiance en elle. Par exemple, moi j'ai un copain qui passe la main sur une aura, dès qu'il y a un problème, il se met à trembler à cet endroit-là. Bon, mais ça c'est son truc à lui.
c'est pas le mien. Moi, je ne me mets pas, ma main ne se met pas à trembler quand je passe ma main sur le rat de quelqu'un. Bon, donc, et c'est parce que il a exploré ça et qu'il a appris ce que ça voulait dire qu'il peut aujourd'hui l'utiliser. Mais si moi ou quelqu'un d'autre lui avait dit ah mais ça veut dire ça, eh ben, il aurait au fond, il aurait utilisé ce qu'on lui disait, mais jamais il aurait fait sa propre expérience de la situation, sachant qu'on ne peut absolument pas dire. Euh, Quelque part, ça peut être une faille énergétique, pas un froid, certes, mais une faille énergétique ici, voilà. Par exemple, ici, en bordure d'un chakra, c'est totalement légitime. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait une séparation énergétique. Bon, une faille énergétique ailleurs, c'est peut-être autre chose. Enfin, vous voyez, le chaud, c'est pareil. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est vivant? Elle est la seule à pouvoir savoir quel est son cœur. Parce qu'en fait, alors c'est vrai que ça dépasse un peu la notion aurique, mais on est tous dans sa propre aura. Donc si mon aura est verte, je schématise beaucoup, mais si mon aura est verte, ben, je vais voir tout le monde à travers mon aura verte. Tout comme si j'ai des lunettes avec de la couleur bleue, je vais voir tout le monde plus bleuté qu'ils ne le sont. Bon. Et si je ne décode pas que j'ai d'abord une lumière bleue, enfin une couleur bleue sur mes lunettes, je ne saurai jamais la vraie couleur des gens. Et bien là, c'est pareil. Vu qu'elle a sa propre antenne, enfin nous tous, nous sommes nos propres antennes, nos propres décodeurs, hein, voilà, on doit apprendre à décoder ce que nous on ressent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, c'est pour ça il y a des livres qui disent si vous mettez la main là, il se passe ça, mais en fait, le réel, c'est qu'on a chacun des façons différentes de fonctionner, qu'on doit vraiment apprendre cela. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important, à mon avis, mais là aussi c'est sujet à débat, c'est très important d'être accompagné ou d'avoir quelqu'un de plus professionnel, plus compétent qui aide. C'est que on a le cerveau néocortex, le cerveau analytique qui va analyser, qui va dire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais très bien. On a aussi un cerveau limbique, et le cerveau limbique, lui, c'est vraiment ce qui fonctionne, c'est le partage et l'expérience. Donc, si on ne peut pas partager avec quelqu'un de plus compétent, hein, et de lui dire, moi, j'ai ressenti ça, et que l'autre, tu renvoies, oui, et ça veut dire quoi, etc., ça ne peut pas fonctionner. Parce que ce cerveau-là ne fonctionne qu'à travers cela. C'est pour ça que, enfin, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a un peu changé, mais que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas être magnétiseur si on n'était pas adoubé par un autre magnétiseur. Adoubé, c'est pas que quelqu'un, c'est que quelqu'un dise vas-y, tu peux y aller. Quelqu'un de compétent dise vas-y, tu peux y aller. Parce que du coup, le cerveau limbique était rassuré, et parce qu'il était rassuré, alors il pouvait commencer son chemin. Donc, et certaines associations, je pense au GNOMA par exemple, hein, obligent que les gens soient membres stagiaires durant 2 ans pour ces raisons-là. Moi, j'ai aussi une association qui impose pas ça. Bon, puis le temps a changé, mais que le temps ne change pas, le cerveau olympique, lui, n'a pas changé. Donc, il nous faut quand même être accompagné de quelqu'un et vraiment oui. important. Accompagner et puis effectivement expérimenter en groupe aussi, hein, quand on est formé. Rien n'empêche de proposer, allez, si ce n'est une fois par mois, des rencontres et puis on s'échange notre pratique et ça permet et de ressentir et de travailler là-dessus et d'échanger surtout d'échanger avec des professionnels. C'est important. Et c'est vrai qu'il faut exercer. C'est comme un musicien, hein, il travaille tous les jours sa gamme, sinon il va être un musicien. Voilà, hein, il est bon, mais s'il veut être super bon, il doit travailler tous les jours et plusieurs heures par jour même. Donc c'est pareil pour la pratique du magnétisme. Être bien accompagné et travailler régulièrement. Tous les métiers, que ce soit les médecins, que ce soit les architectes, les avocats, de toute façon, c'est l'expérience qui fait tout. En même temps, il ne faut pas non plus. C'est formidable de commencer. Quelquefois, des gens qui démarrent ont plus de foi, plus de vie qu'un vieux barbon qui fait ça depuis 30 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut pas se lancer, attention. Mais voilà, il faut aussi avoir conscience que c'est vraiment un partage de vie. Il faut vraiment se lancer et accepter de se mettre en scène et d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe, y compris d'autres. Oui, et puis être à l'écoute de soi aussi, hein, se faire confiance, hein, c'est tout un cheminement et un exercice. C'est la seule unique condition. C'est vraiment ça, c'est la clé, Ça vraiment. Il faut nos propres antennes. Il y a plein de bouquins super, hein, qui expliquent comment faire, ce qu'il faut faire.
magnétisme autrement que j'adore, qui montre même des dessins de ce que c'est que l'aura, mais cette perception de l'aura appartient à, je ne sais plus comment elle s'appelle, Anne Brennan, je crois, appartient à celle qui a écrit ce livre. Ma perception de l'aura n'est pas forcément la sienne, tant que la perception de l'aura des gens qui nous écoutent n'est pas forcément celle d'Anne Brennan ou la mienne, vous voyez. Donc, et chacun a son propre prisme, nous avons chacun nos propres verres de couleur, donc il faut pouvoir décoder au fond ce qu'il y a derrière ces verres. Et c'est très bien, mais ça oblige effectivement à s'entraîner. À s'entraîner. Oui. Merci Philippe. Nous avons Étoile. Je pense à ça qu'elle fasse aussi confiance dans ses ressentis. Si elle sent des choses plus négatives en elle quand elle impose les mains, alors dans ce cas-là, qu'elle s'interroge sur ça et qu'elle aille interroger la personne. Il n'y a qu'en cours où les magnétiseurs ne disent rien. Moi, je suis bavard, hein, remarquez. Mais je veux dire, quand on a un patient en face de soi, on parle. On lui demande, et là, vous ressentez quoi? Et là, on échange avec. Donc, il faut vraiment, il ne faut pas hésiter à échanger. Hein, Ouais, c'est très important, ouais, bien sûr. Alors, nous avons Étoile qui nous dit bonsoir à tous. Je ressens de plus en plus les énergies des gens, des lieux. Cela se traduit par des informations que je capte et qui, après vérification, sont justes. Comment gérer cela? Car j'ai remarqué que ça a occasionné des sensations très gênantes, des vertiges, des angoisses, une baisse d'énergie. Comment bien appréhender ce phénomène? Merci pour votre réponse. Alors, c'est une chose qui est très très difficile, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il a une énergie yin, dite féminine, l'énergie yin qui est extrêmement développée. Alors, il ne peut pas changer ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire que cette énergie soit moins développée, c'est pas possible. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est énergétiser son yang, c'est-à-dire faire des choses très toniques, très vitales. Moi, j'ai fait plein d'arts martiaux pendant une époque, parce que j'avais besoin de sentir ce yang, de sentir la niaque, parce que c'est le seul moyen que j'avais justement de me couper de la réceptivité. Et en fait, le seul moyen, c'est vraiment de développer ce côté plus masculin. C'est valable pour les garçons, c'est valable pour les femmes aussi. La marche, moi, quelquefois, on peut être patient quand je suis fatigué ou trop là-haut. Je vais faire la marche rapide, donc je fais le tour du quartier de maison, ça dure 3 minutes, mais voilà, je marche rapidement comme ça, avec bien les pieds au sol, et c'est une façon que j'ai de me réancrer. Et c'est vraiment la seule façon de faire ça, parce que c'est vrai que certaines personnes deviennent de plus en plus réceptives, et ça, c'est très compliqué à vivre, très très compliqué, parce que le monde, lui, il n'est pas forcément. Et moi, j'ai connu des gens qui avaient du mal à aller dans les supermarchés, par exemple. C'est vrai que les énergies ne sont pas forcément bonnes, pour plein de raisons. Je n'ai rien contre la consommation, ce n'est pas le débat, mais c'est vrai que cette espèce d'immeuble en fer, tout ça, c'est pas bon. Donc voilà, le seul moyen vraiment, c'est de vraiment travailler son yang. Ça, c'est vraiment la seule clé. Et au bout d'un moment, on y arrive. Quand les trucs nous saoulent, ça nous saoule. Parce que sinon, on passerait sa vie à ça. Bien sûr. Alors, il y a Étoile qui précise, Nikola Tesla a dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, et nous faisons partie de cet univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Nous sommes tous cela. Étoile du Vaucluse. Oui, absolument. Oui. C'est ce que dit la Kabbale, par exemple. Kabbale dit que Dieu ressemble à un être humain. Mais pas parce qu'il ressemble vraiment à un être humain. Dieu a créé l'univers. Alors nous, êtres humains par rapport à l'univers, on est tellement peu de choses. Mais ce que dit la Kabbale, c'est que vu qu'on fait partie de la création, on sait qu'au minimum, il est capable de nous avoir créés. Donc au minimum, il nous ressemble. Au tout petit minimum. Donc par conséquent, vu qu'ils sont incapables de savoir ce qu'il est réellement, ils partent de ce minimum. Donc voilà, on sait qu'au moins il est cela. Bon. Effectivement, l'univers est un faisceau de vibrations. Bon. Alors, on ignore bien sûr tout. Regardez une carte une carte de l'univers. Vous allez voir, nous on est une toute petite planète ridicule, d'un soleil encore plus ridicule, d'une galaxie parmi des milliards. Donc autant dire qu'on n'est vraiment pas grand-chose, contrairement à ce que l'on croit d'ailleurs. Mais non, mais c'est vrai. Donc, oui, bien sûr. On est ça. Donc, on ne peut appréhender le reste, c'est-à-dire le reste de ce que l'on peut capter de l'univers qu'à travers ce que l'on est.
D'où l'importance, effectivement, de cette relation auto-vibratoire et de cette écoute de soi. Parce que c'est à travers ce que l'on sent de soi, hein, qu'on va pouvoir aussi capter quelque chose d'autre. Donc, d'au-delà. Donc, sachant qu'on a aussi des mystères, enfin, on a aussi des choses qui sont surprenantes. Quand on lit des écrits de gens qui sont illuminés, par exemple, qui sont en état de satori, il y a quand même des choses fantastiques. Enfin, on peut vivre des choses magnifiques. Donc voilà, il y a pas de quoi faire. Oui. Alors, on a un message de Serge. Qui n'est plus avec nous apparemment en direct, mais qui va regarder en replay, bon, qui fait un petit peu d'humour avec, quand au tout début on a parlé de nos essais sur les steaks, sur la viande. Il nous dit bonsoir, vous auriez dû intituler la vibra magnétisation des steaks et contrôle par orange interposé. Donc, désolé pour l'ironie, surtout pour Philippe Sorstein, il ne le mérite pas. Il nous a bien expliqué qu'il ne privilégiait pas la magnétisation des steaks. D'ailleurs, en toute modestie, lorsqu'on cherche à prouver, même par le steak d'un noble animal, disposition, ne serait-ce pas qu'on n'y croit pas trop, hein, un peu comme saint Thomas. Oui. J'ai décroché, donc et j'écouterai après la réponse en replay. Belle vibra à toutes et tous, paix, amour et lumière, Serge. Merci, Serge. On démarre tous par ça, par curiosité, parce qu'on nous dit de le faire, parce qu'effectivement, on n'y croit pas ou peu. Bon. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, moi, je n'ai pas magnétisé d'orange depuis, depuis l'âge de 18 ans. Quoi. Donc, c'est vraiment. Et en plus, bon, encore une fois, ça ne résout pas le problème. C'est clair que ça ne résout pas le problème. Non, mais c'est ce que j'ai dit au tout début, ce qui est vraiment important, c'est ce partage avec les êtres avant toute chose. En plus, les fruits sont tellement bourrés de pesticides, de trucs pour qui durent des mois sur les cargos et autres, qu'on ne sait plus trop si c'est notre énergie qui les durcit ou si c'est toutes les saloperies qu'on a mis. donc ça ne résout pas le problème. Hein, Bien sûr. Nous avons Isabelle qui nous dit, alors je pense que vous y avez répondu quand même un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'une ouverture à la spiritualité peut engendrer l'arrivée du magnétisme? Pour ma part, cela fait 1 an et demi que selon les médiums, et je m'en rends compte aussi que mon canal s'est ouvert, écriture automatique, contact défunt, messages, etc. Utilisation du pendule, tarot, je vois que mon taux vibratoire est grandissant pour arriver à un taux élevé. Merci Isabelle Duvar. Alors oui, mais moi je mettrais spirituel dans le terme plutôt de conscience de l'esprit. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai ma foi, j'ai mes croyances, évidemment, comme tout le monde, mais voilà, on n'est pas obligé de croire. Je pense que derrière le spirituel, c'est pas forcément s'axer sur un Dieu ou sur quelque chose comme ça, enfin bon, une énergie universelle. Je pense qu'avant toute chose, c'est de chercher à découvrir au fond ses qualités d'esprit à soi. Bon, donc spirituel dans ce sens-là, oui. Alors après, il y a des croyances au divin qui ouvrent, il y en a d'autres qui ferment. Par exemple, dans toutes les religions, quasiment, il y a des dogmes qui sont imposés, qui sont tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu feras ci, tu feras ça. Je ne suis pas du tout sûr que ce genre de choses ouvre à certaines perceptions de l'esprit. Donc, dans ces mêmes religions, il y a d'autres écoles qui pensent autrement. Hein. Bon, mais c'est pour dire que oui, pour le spirituel, mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se découvrir soi, à travers son esprit, à travers des choses comme ça. Ce qui n'empêche pas la foi après. Hein, donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui voient de l'eau en plein désert et il n'y a rien. Ce qui veut dire que notre esprit est ce qu'on appelle un mirage en l'occurrence. Ça veut dire que notre esprit est capable de générer des choses qui nous dépassent complètement. Donc, il faut vraiment avoir très conscience de cela. Hein. Bon, donc cheminer avec ça. C'est vrai qu'on fait tous des expériences qui sont des évidences. Donc, alors chacun vit avec son évidence, il ne faut pas forcément celle de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce regard-là, je pense, sur les choses. Oui, tout à fait. Alors, Isabelle, elle est à fond parce qu'elle nous envoie plein de petits messages. Donc, j'en retrouve un qui nous dit on m'a parlé de se frotter les mains entre elles, puis de les écarter, et on doit ressentir une chaleur, des picotements. Qu'en pensez-vous?
Oui, oui, bien sûr, on peut faire ça. On peut faire au contraire les rapprocher jusqu'à ce qu'on sente une densité. Ça, c'est un exercice que je fais faire dans mes formations, par exemple. Les gens s'éloignent et progressivement, ils se rapprochent l'un de l'autre. Et quand ils sentent une différence d'énergie, enfin, quand ils sentent une différence de feeling, je dirais, à ce moment-là, ils s'arrêtent. Ils refont un pas en arrière, ils refont un pas en avant. Ça veut dire que s'il y a une différence de feeling quand on sent quelqu'un, bah, c'est qu'on capte à ce moment son aura, enfin qu'on capte son énergie. Donc ça fait quoi ce que je vous disais sur le fait qu'on capte forcément l'autre, que ça nous plaise ou non. Donc bon, mais effectivement, l'idée c'est qu'on a de l'énergie de toute façon. La chaleur, c'est de l'énergie, E égale mc carré. Je reconnais, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc, bon, voilà, la chaleur, c'est l'énergie par la matière au carré. Bon, c'est Einstein. Hein. Bon, donc, l'énergie, c'est les corps sont d'énergie, c'est une évidence. Donc, suite à ça, on peut tout à fait vivre cela. Oui, bien sûr. Merci Philippe pour ces précisions. Alors, on a Cristaline qui nous dit bonsoir de Corrèze avec un smiley qui fait des signes partout. Très dynamique. Je croyais que les magnétiseurs utilisaient leur propre énergie et ne pouvaient donc pas se soulager eux-mêmes, alors que les énergéticiens utilisaient l'énergie universelle et donc pouvaient s'auto-traiter. Alors, pourriez-vous préciser, s'il vous plaît? Merci. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est vraiment un genre de croyance qu'il faut vraiment oublier, qui est d'abord qui est fausse, parce que moi, je ne connais pas un seul magnétiseur qui ne prie pas, par exemple. Alors, à quoi bon prier si on reste Il est 22 heures. Donc, d'une part. Et deuxièmement, ça va vraiment à l'encontre de l'énergie. Si elle veut comprendre ce qu'est l'énergie, qu'elle regarde sur Internet, vous savez, le rond de couleur. Vous savez, quand vous êtes sur Word, par exemple, et vous voulez changer de couleur, à un moment donné, vous tombez sur un rond. Et vous allez voir, le noir est au milieu, et puis ça peut te virer vers le bleu, le rouge, enfin, vous dire ça sur Word, bon. Mais, vous voyez, c'est pas, si le noir symbolise la matière, c'est pas quelque chose de fermé, de sclérosé, sans aucun aspect avec l'autre. Le noir va se transformer progressivement en rouge, en bleu, en jaune, qui va se transformer progressivement en orange, en jaune, puis en blanc. Bon, vous voyez, l'énergie n'est pas fermée. Imaginer qu'on ne peut utiliser que sa propre énergie est un non-sens énergétique. Donc, je ne sais pas si je vous fais comprendre, mais ça, il faut vraiment vous dire, regardez sur Word, vous tapez sur Word, vous faites quelque chose de couleur de la police, et à un moment donné, vous allez tout voir si vous allez trouver ce cercle de couleurs. Bon, et vous allez voir comment ça fonctionne. Et en fait, l'énergie, c'est quelque chose comme ça. Donc, imaginez qu'on n'utilise que sa propre énergie, c'est vraiment un non-sens. Mais c'est vrai que j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle par exemple. C'est une question qui revient de façon récurrente. Donc, et effectivement, il y a toute une croyance autour de cela. Mais magnétiseur ou énergéticien, de toute façon, on est des êtres de l'univers avec des liens dans l'univers. Quand on respire, on inspire l'air de l'univers, on inspire l'air de la planète, on inspire le prana de la planète. Quand on expire aussi dans la planète. On est des êtres de lien de toute façon. Donc, forcément, on est en lien. Donc, et encore une fois, il est vraiment inimaginable que l'on reste vraiment cloîtré et prostré sur soi en train d'envoyer de l'énergie. C'est vraiment pas possible. Et c'est vraiment important parce qu'effectivement, c'est des choses qui se disent régulièrement. Alors, nous avons une... Oui. Pardon, non, ça a coupé, je vous ai... C'est culturellement. Les magnétiseurs venaient des campagnes. Dans les années 60, certains savaient à peine lire et écrire. Hein, et d'autres se sont retrouvés face à d'autres gens qui arrivaient d'Inde avec l'aura, les chakras et un pétard de temps en temps. Et c'était deux mondes vraiment complètement différents. Voilà. Mais qui au fond étaient partagés des choses identiques. Tout comme le marabout africain et le chaman de Sibérie ont des protocoles qui sont complètement différents, mais se nourrissent à la même source. Vous voyez, bien sûr. Personne ne va avoir dire que tel ou tel, vous voyez, utilise sa propre énergie, c'est fou. Il n'y a pas un protocole meilleur que l'autre, puisqu'on se nourrit de la même source. Tout est bon. Voilà. Du moment que c'est dans l'amour, dans la joie et dans la paix, dans le respect, dans la bienveillance. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est assez revenu tout au long de la soirée. Hein, cet amour, cette bienveillance, c'est vrai que oui, la joie, l'amour, c'est
bienveillance et la joie. C'est vraiment important. L'amour, on y met des trucs quelquefois, c'est pas toujours clair. Mais la joie, la bienveillance, c'est vraiment important. Alors justement, on a une question sur l'amour. C'est une question à laquelle je me suis jamais, c'est vrai, interrogée. Je pense que ça va être la dernière question, puisqu'ensuite on va présenter un petit peu les ateliers que l'on va faire ensemble sur le grand changement. Alors c'est une question de Valérie qui nous dit le magnétisme peut-il se sentir en faisant l'amour ou dans un contexte autre que le soin? Et merci de l'héros. Évidemment, évidemment. La sexualité et la pulsion de vie est quelque chose qui est une évidence. Et d'ailleurs, les traditions les plus mystiques et les plus spirituelles de l'hindouisme et du kabbalisme, en fait, du judaïsme, sont à travers la sexualité. Dans l'hindouisme, c'est le tantra. Dans le judaïsme, c'est autour du cantique des cantiques, hein, mais dans les deux dimensions, parce qu'effectivement, là, il y a une espèce de pulsion de vie qui explose, quoi. Donc, et d'ailleurs, c'est orgasme, c'est l'autre, c'est. Enfin, à un moment donné, il y a un mot qui veut dire sortir de soi. Je crois que c'est orgasme, pas beau. Donc, voilà. Donc, si on sort de soi, il se passe quelque chose de cet ordre-là. J'ajoute que dans certaines pratiques de respiration solitaire, mais uniquement de respiration, on peut tout à fait rentrer dans des moments d'extase. Voilà, c'est ça. Par exemple, dans le rebirth. Le rebirth est une respiration circulaire, je dirais, par la poitrine. À un moment donné, on sort du corps. Il y a un il y a une sensation d'extase, et dans cela, on peut tout à fait voyager. Moi, je soigne beaucoup de gens à distance en utilisant ce genre de pratique. D'accord. Ben, merci Philippe. Juste une petite précision, il y a Karen qui est en train de m'écrire en me disant « Et ma question ?» avec plein de points d'interrogation. Mais Karen, là je viens de regarder, on a répondu à votre question. On y a répondu il y a déjà un petit moment. Voilà, j'essaye de poser toutes les questions. Donc ce soir c'est encore faisable. Bon, il y a une dernière, mais à chaque fois il y en a, et jamais on va s'arrêter. Sinon, c'est vrai qu'il y a une dernière, vous en aviez parlé un petit peu, le yin, le yang, c'est Étoile qui nous dit développer l'énergie masculine. Ça veut dire comment? J'ai besoin de petits conseils. Merci beaucoup. Ça veut dire être quelque chose d'avoir une perception de la vie qui est autour de l'action, du mouvement, de l'action. Alors déjà, cérébralement, c'est de se poser la question de savoir où est son intention, où est son agir. Ça, c'est cérébral. Maintenant, concrètement, physiquement, c'est des choses comme de la marche rapide, comme des choses un peu toniques, du mouvement, de la danse, si elle aime danser, des choses comme ça, mais c'est vraiment pour ce type de mouvement. Se relier aux arbres, mais vraiment en assumant aussi sa propre énergie, parce que l'action, c'est assumer. C'est-à-dire que si c'est simplement se coller à un arbre, on peut ressentir l'énergie de l'arbre, on est dans la réceptivité, donc on est dans le yin. Il ne faut pas hésiter aussi à envoyer son énergie à l'arbre. C'est ce qui est intéressant quand on travaille sur les fruits confits, quand on va faire confire des fruits, choses comme ça, c'est que là, on est en dynamique yang, et ça, c'est important. Merci de cette précision. Merci Philippe de la précision. Donc, à partir du mois de mars, donc là, on a décidé d'une première date avec Philippe, donc le lundi 13 mars, on va proposer le premier atelier. Donc, est-ce que vous pouvez, Philippe, en dire un petit peu plus sur les différents thèmes qui vont être abordés, donc déjà le lundi 13 mars, et puis sur les futurs ateliers. Donc, je précise quand même que vous trouverez ces ateliers dans services et accompagnement sur le site du Grand Changement TV. Donc, pour l'instant, vous ne les trouverez pas parce qu'ils ne sont pas encore créés, hein, ça prend un petit peu de temps. Mais dès qu'ils le seront, vous serez avertis par le Grand Changement hein, sur le site et puis par ma page Facebook. Mais surtout aussi, si vous vous inscrivez à la newsletter, enfin sur l'accueil, la page d'accueil du Grand Changement, vous pouvez rentrer votre mail, ce qui va vous permettre de recevoir le programme chaque semaine et chaque jour de toutes les chaînes de la Web TV. Hein, voilà, comme ça, vous êtes au courant et des Vibra-conférences très régulièrement et des Vibra-ateliers aussi. Voilà. Donc, le 13 mars, donc le premier atelier, Philippe parlera de quoi? Alors,
Le premier atelier sera sur la présence du thérapeute. Qu'est-ce qu'être thérapeute en termes de présence? C'est ce qu'on a un peu évoqué aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on a un yin, on a un yang. Alors, le yang du thérapeute, c'est l'intention. L'intention d'être avec la personne, c'est la prière, c'est comment la prière où on se relie, la reliance. Ça, c'est l'intention. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière l'intention? C'est la qualité de présence du thérapeute. C'est, au fond, comment il se situe, comment il s'observe lui, comment il s'observe son patient, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il reçoit de son patient, de lui. Bon, et ça, c'est vraiment la base, en fait. Le reste, après, c'est simple. Je veux dire, il y a un bouquin, les prières nerveuses de la Bézier, des stages, de Reiki, de reconnexion, ce que je fais, ce que vous faites, Tani, enfin bon. Après, tout autre chose, tout part de cette présence. Donc, le premier atelier sera pour justement qu'on ressente cette présence et qu'on voit au fond qu'est-ce qui en soi existe et participe aux soins que l'on fait. C'est un peu complexe, c'est toujours très difficile de définir le yin, mais je ne sais pas si c'est clair ou. Très clair. Et après, les différents thèmes après par la suite qu'on peut aborder. Oui, alors après on fera un thème sur l'imposition des mains. Donc là, vraiment, la tradition occidentale classique. Qu'est-ce que l'imposition des mains? Quel procédé? Quel protocole on utilise? Quelle intention aussi devons-nous mettre? Quelle prière utiliser? Bon, de façon légère. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Moi, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai expérimenté en quelque sorte. Il y a des choses que je sais faire, donc je propose ça. Bon, les prières de barre de feu, alors je les verrai peut-être pas à ce moment-là, mais on les fera peut-être un jour. Bon, c'est les prières que j'utilise moi. Il y en a plein d'autres que je ne connais pas, que je connais, je n'utilise pas. Bon, donc là, c'est au fond, voilà, qu'est-ce qu'on fait en termes d'imposition des mains, comment ça fonctionne, quelles prières on peut utiliser. On verra ensemble lors de l'atelier si on peut utiliser autre chose que des prières, des couleurs ou des prières d'autres techniques. On verra un peu tout ça. Qu'est-ce qu'amène une prière? Une prière, c'est un chemin de mots, par exemple. Ce sont des mots qui tracent un chemin dans l'énergie. Bon, donc voilà comment orienter ces mots, qu'est-ce qu'on évoque, ça c'est important. C'est vrai qu'il y a des prières que l'on aime, qu'il y a des prières qu'on n'aime pas, qu'il y a des prières que l'on change aussi. Donc alors, on verra un peu tout ça. Et mais vraiment autour de l'imposition des mains. Donc il n'y a pas de, je chercherai pas encore une fois. Pour moi à la fois c'est quelque chose de totalement intime, personnel. Je comprends même pas qu'on puisse essayer d'expliquer ça à quelqu'un. Enfin, c'est vraiment bizarre. Bon, bref. Mais voilà, mais il y a des trucs qui fonctionnent, donc je vous les montrerai si vous êtes intéressé. On verra, puis on verra aussi quels sont les protocoles d'imposition des mains, ce genre de choses. Le troisième atelier qu'on va proposer, c'est tous les outils du thérapeute. Alors, encore une fois, ce que j'utilise, c'est-à-dire les pendules, notamment les pendules en onde de forme, vous voyez, comme les pendules égyptiens, voilà, comme ça. Les pendules, on travaille aussi sur les sons, sur les encens. Donc, sur tous ces aides que l'on a en tant qu'énergéticien, pour un peu soulager justement, pour éviter d'être toujours en première ligne. Enfin bon, je montrerai tout ça. Donc, je montrerai un peu comment on utilise toutes ces choses, donc, qui sont des outils du quotidien. Enfin, du quotidien quand c'est ça. Magnétisant. Ben oui. Après, il y aura 2 ateliers sur l'aura et les chakras. Alors, un premier atelier où… oui, ça c'est vraiment aussi, vous voyez, un atelier sera sûrement sur la tradition occidentale, l'autre une tradition plutôt orientale, mais qui sont vraiment complémentaires, qu'on peut vraiment utiliser. Aujourd'hui, en soins, on utilise un peu le tout, vous voyez, on peut aussi bien travailler sur le chakra cardiaque, on va aller tester un foie ou une rate, enfin, vous voyez, c'est pas, il n'y a plus du tout cette séparation, ce qui est légitime. Tout comme le chamanisme aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui d'il y a 2000 ans, parce qu'il y a un syncrétisme qui se fait, parce qu'on a des informations d'ailleurs. Bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc, on travaille sur l'aura et les chakras. Le premier atelier, on verra quels sont les procédés. Pardon, on verra. Voilà. Qu'est-ce que l'aura, qu'est-ce que les chakras, à quoi on les utilise, comment ça peut nous amener justement dans le processus de guérison. Et on fera une approche aussi des couleurs, donc des couleurs de l'énergie. Ça, c'est pour le premier atelier. Le second atelier, on fera tout ce qui est, on observera tout ce qui est palpation, justement, de corps subtil, comment travailler, là pour le coup, comment travailler concrètement sur l'aura et les chakras. Donc voilà.
Et on a prévu, mais ça va jusqu'à cet été, c'est pas mal, une approche, donc deux derniers ateliers qui seront une approche sur la mémoire cellulaire. Donc, premier atelier, donc qu'est-ce que la mémoire cellulaire, comment rentrer dedans, qu'est-ce que ça signifie, donc comment la décoder aussi. Et un second atelier où là, je vous montrerai un protocole qui permet de rentrer dedans et de travailler un protocole, je dirais, qui n'est pas si complexe, qui est relativement simple, et qu'on peut utiliser facilement. Donc, voilà. Donc, quel beau programme. Moi, en tout cas, ça me parle et j'ai hâte d'être à chacun. C'est vrai que je connais déjà certaines choses, mais je sais que moi aussi, je vais encore en apprendre beaucoup. Donc, merci beaucoup Philippe de nous proposer tous ces ateliers parce que ça va vraiment être très, très intéressant. On va beaucoup apprendre, on va beaucoup tous ensemble évoluer. Donc, c'est vraiment super. J'ai retenu quelque chose de très joli. La prière, c'est un chemin de mots. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très beau. On a eu une dernière question et c'est vrai qu'on peut vite fait l'aborder. Quel conseil vous avez à donner pour les personnes qui veulent s'installer en tant que professionnels, en tant que magnétiseur, énergéticien professionnel? Parce qu'effectivement, comme nous dit donc Atlante, bonsoir, comment peut-on débuter en tant que magnétiseur? Car au niveau de la loi, cette activité n'est pas reconnue. Merci. Alors, comme il n'y a pas que le magnétisme qui n'est pas reconnu par la loi, on va dire, laquelle de loi d'ailleurs, bon, on sait laquelle. Il y a d'autres professions alternatives aussi qui ne sont pas reconnues. Dans ces cas-là, peut-on s'installer en toute légalité Alors, si vous avez un conseil. On est dans un pays qui est pratique, c'est que dans le sens où dès l'instant où on paye des impôts et des charges sociales, on a une paix relative. Bon, ça veut dire qu'il existe un... Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça soit pour nous, pour la prostitution, pour plein de trucs, donc on est tranquille. Bon. Ce qui veut dire, c'est vrai, qu'il existe, alors je ne sais plus exactement la terminologie, mais c'est soins en dehors d'un cadre réglementé, donc un numéro ici. Donc, je crois que c'est soit en dehors d'un cadre réglementé que l'on peut utiliser pour s'installer. Donc, si vous allez à la chambre de commerce et que ce que j'ai fait d'ailleurs, et que vous mettez ce que vous allez faire magnétisme, énergie, il n'y aura aucun souci, ils vous rejetteront absolument pas. Donc, il n'y a pas de danger là-dessus. Donc, pour la loi, il n'y a aucun problème pour s'installer. Après, c'est des techniques, des systèmes techniques. Est-ce que vous êtes plutôt en tant qu'auto-entrepreneur? Est-ce que vous vous mettez en société? Bon, après, c'est des choses, à voir en association. Bon. Mais la loi ne nous empêche pas de nous installer. Maintenant, il y a une autre question que ça sous-tend, qui est au fond, c'est quoi notre rôle de magnétiseur? Et là, quand je parle de la télé sur la présence, il y a une question de posture. Il faut bien se dire que, en revanche, la loi nous interdit tout ce qui est diagnostic médical. Et encore plus, évidemment, d'empêcher les gens d'aller voir les médecins. C'est en quoi la loi a raison, d'ailleurs. Les médecins en pensent ce qu'on veut, mais ils ont aussi des systèmes qui fonctionnent sur certaines choses. Bon. Et puis, ils sont vraiment, je dirais, le grand référent. C'est-à-dire que, moi, il y a plein de gens que j'envoie voir des médecins. Après, pour les soins, on voit, quelquefois, je dis, si ça aussi, bon, on s'arrange, mais au moins, il y a quelque chose qui est clair, c'est que c'est important que les gens se suivent par des médecins qui ont vraiment une logique des protocoles, qui ont un outillage aussi qu'on n'a pas et qui est extrêmement performant. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, ça fait appel à autre chose, c'est au fond, qu'est-ce qu'un magnétiseur? Et même si si on soigne, on soulage, on aide, on participe, les mots sont vastes, mais même si à travers une pathologie, une difficulté, on va intervenir, il faut bien se dire qu'on n'a rien à voir avec la maladie. Moi, un psoriasis, je ne sais pas ce que c'est. Un zona, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que moi je ressens. Et ce n'est pas du tout ce que va ressentir un médecin. On parle d'arthrose, par exemple. On a parlé tout à l'heure d'arthrose. L'arthrose, pour un médecin, c'est une définition très particulière. Pour moi, ça va être autre chose. On peut sentir, quand quelqu'un a mal au ventre, on va sentir qu'il a un problème avec sa mère, par exemple. C'est un exemple un peu schématique, mais c'est pour dire qu'on a vraiment une grille de lecture qui n'a rien à voir avec la grille de lecture médicale. Et tant qu'on est là-dedans, c'est-à-dire que tant qu'on accepte qu'on est à l'écoute de son propre ressenti
et qu'on oublie quelque part qu'il y a des médecins qui ont diagnostiqué quelque chose, à ce moment-là, on ne craint pas grand-chose parce qu'on n'est plus on n'est plus, si vous voulez, en confrontation avec la médecine. On est dans autre chose qui fonctionne. Et là, on est vraiment complémentaire avec ce que peut faire la médecine traditionnelle, la médecine classique. Donc, dès l'instant, voilà, on accepte simplement qu'on fait ce voyage à travers nos ressentis, il n'y aura aucun souci. En revanche, si on va à l'encontre de ça et qu'on rentre en conflit avec l'ordre des médecins, c'est plus compliqué. Mais franchement, moi j'exerce depuis 30 ans, j'ai jamais eu l'ombre d'un souci. J'ai eu l'occasion de voir des policiers à certaines occasions. Vraiment, il n'y a vraiment jamais eu de problème. Vraiment jamais. Donc, il y a vraiment pas. Aujourd'hui, en tout cas, ce ne sera pas toujours le cas. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de chef forcière, il n'y a pas de choses comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Le danger, c'est que tôt ou tard, il y en aura une, parce qu'il y aura un député qui aura décidé de briller pour faire payer sa circonscription, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et comme ça va tout baisser les pieds. Donc, c'est vraiment important d'être fédéré, c'est vraiment important ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Donc, tant qu'on se déclare, il n'y aura vraiment pas de problème. Et tant qu'on ne fait pas, tant qu'on est vraiment dans ce que nous, c'est fait, il n'y aura vraiment aucun problème. Bien sûr. Il y a une question de Josie qui nous dit « Bonsoir, à qui ces ateliers seront-ils profitables ?» Alors, c'est vrai qu'à qui peuvent s'adresser donc ces ateliers? Est-ce que ça va être déjà des débutants, des magnétiseurs, des futurs magnétiseurs, ou bien sûr à tout le monde qui a envie de s'informer sur le processus? Aussi bien des débutants que des gens qui sont extrêmement confirmés. Moi, je passe ma vie chez d'autres magnétiseurs, chez des thérapeutes, j'y vais régulièrement. Et si j'apprends quelque chose de facile, je ressens quelque chose que j'ai envie d'apprendre, ben, je vais l'apprendre. Bon. C'est comme ça qu'on existe. On existe parce qu'on a, voilà, parce que des gens nous ont enseigné. Et même, donc, et même des gens, par exemple, des gens qui sont avec les chakras, par exemple, j'ai une perception de l'aura qui n'est pas la leur. Et ils ont une perception de l'aura qui n'est pas la mienne. J'aurais beaucoup à apprendre d'eux, c'est une évidence, et ils auront aussi beaucoup à apprendre de moi parce que, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc, vraiment, l'intérêt est vraiment pour ça. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour le temps que vous avez pris pour répondre à toutes les questions. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir avec nous. Merci pour vos nombreuses questions. C'est bien parce que moi, voilà, ça interagit et c'est bien, tout le monde participe. Voilà, donc merci beaucoup aussi pour ces futurs ateliers. On vous tiendra informé sur les prochaines dates et chaque contenu avec plus de précision. Voilà. Donc, nous, on va se retrouver lundi 13 février à 20h30. Je recevrai Samantha Lanrivin, qui est auteure du livre Au cœur des anges. Donc, à partir de son livre, on se posera déjà 3 questions essentielles. Comment devenir plus conscient pour être plus heureux? Comment, après la perte d'un être cher, comment aimer à nouveau et se laisser aimer? Comment les anges interagissent dans notre vie? Voilà. Donc, je vous invite peut-être déjà à feuilleter un petit peu son livre si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que c'est un livre alors très rapide à lire, très facile. Et voilà, il y a cette notion qui est très importante de l'ange dans ce livre. Voilà, donc c'est aussi par rapport à partir d'un deuil. Donc voilà, il va y avoir aussi beaucoup de bienveillance. Et c'est une personne, Samantha, qui est très lumineuse et que j'ai hâte aussi de vous présenter. Voilà, donc elle est aussi mandala thérapeute. Voilà, c'est une lumineuse personne. Voilà, donc ça sera lundi 13 février à 20h30. Et bien sûr, on attend aussi vos questions pour interagir avec Samantha. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver le replay de la Vibra de ce soir tout de suite après la fin du direct. Je vous invite bien sûr à aimer la page Facebook LGC6, de la partager, de partager
des vibraconférences passées et à venir pour faire circuler l'information. Hein, c'est important que tout le monde ait accès à l'information. Voilà. Donc, vous pouvez aussi retrouver l'actualité et les stages de Philippe. Alors, Philippe, vous faites un stage, si je ne me trompe pas, les 2, 3 et 4 juin à Paris. C'est une formation de magnétiseur énergéticien. Voilà, voilà exactement. Et c'est un stage, alors là, en face à face, en fait, où on va justement explorer un petit peu tout ce qu'on va montrer dans les vraies conférences. Encore une fois, c'est un métier qui se partage. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire que parce qu'on fait des échanges, parce que l'on fait de l'expérience. Et l'intérêt de ces stages, au-delà de la partie, je dirais, entre guillemets, théorique, c'est vraiment d'expérimenter, c'est vraiment d'explorer et de se lancer. Et le but du stage, c'est vraiment, à la fin du stage, c'est d'être prêt à se lancer. Alors après, il faut faire le pas dans la vie normale, je dirais. Mais à la fin du stage, vous pouvez tout à fait démarrer. Ça, c'est vraiment le but. D'accord. Donc, on retrouve toutes ces informations sur votre site, donc www.philippesorstein.com. Oui, enfin, c'est ph-sorstein, je crois. Enfin, son siège en Googleise, ils vont me trouver. Hein. Oui, si on tape Philippe Orstein, on trouve. En tout cas, il y a tous vos liens Internet, même le lien de votre page Facebook Guérisseur aujourd'hui, hein, qui est un groupe d'échange. On retrouve tous les liens dans la présentation de la vidéo de ce soir. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous accédez directement au site pour avoir les informations. Merci beaucoup, Philippe. Alors, donc, à très vite, avec un grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très beau week-end lumineux. Prenez soin de vous, de votre entourage et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir Philippe. Au revoir tout le monde. Au revoir.